OVNI, phénomènes inexpliqués, témoignages, lumières étranges ou observations, zone parallèle, un lien avec l'inconnu. Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com. Voici Carole Lauzé. Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Aujourd'hui, on est censé recevoir Jean Librero en Europe. J'essaie de le rejoindre, ça fonctionne pas. Je sais pas si Jean, si tu entends l'émission à partir du site web, essaye de nous rejoindre parce que là, j'essaie le numéro que tu nous as donné, ça ne fonctionne pas. C'est toujours occupé. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, ça ne fonctionne pas. Steve est avec moi aussi en co-animation. Bonjour, Steve. Bonjour, Carole. Ça va bien? Oui, mais je pense que tu n'as pas le bon micro. Non, c'est ça. Je me bats avec le pied de micro ce matin. Ah, bon, OK. J'avais pas le bon, tu vois. J'essayais depuis tantôt. Bon. OK. Ben, effectivement, alors on m'entend. C'est ça, ce matin, je me battais un petit peu avec le pied de micro. Fait que j'ai décidé de prendre un autre micro. J'ai essayé de te faire une petite joke à matin. Essaie de me trouver où est-ce que je parle. C'est ça que je vois, là. Puis je peux même pas te voir la face. J'ai un gros écran devant moi. Ah, ben, gadon. On va arranger ça. Ben, OK. Hey, on a eu peur, hein, hier, sérieusement, là, avec la tempête qu'on a eue. J'étais même pas sûre ce matin si j'allais être là. Je te dirais, avec le tapon de neige qui est tombé hier, là, c'était l'enfer. Moi, j'étais déjà sur les routes le matin et puis 1h30 pour traverser sur la rive sud, là, c'est quelque chose. Ben, regarde, hier, juste Sainte-Croix, la route 132 était fermée, autant d'un bord que de l'autre. Je pouvais même pas sortir de ma rue parce que les routes étaient fermées. Saint-Antoine, Saint-Apollinaire, Saint-Agapi, Laurier-Station, tout était fermé. On dépend de la charrue, hein? Carrément. Puis là, les grattes dans les cours personnels ne peuvent pas passer parce que la gratte n'a pas passé. Donc, tu te ramasses avec... T'as vu? Mon auto, sur les photos, j'en avais jusqu'au coffre de l'auto. C'est comme je te disais, ton auto, ben je l'ai pas vu. Elle était où, ton auto? En dessous du blanc. Tu sais qu'elle est grise, là, mais la neige est blanche. Fait que tout ce qui change, j'ai pas un auto. Hier matin, c'était enterré partout, là, plein de neige. Là, ça en était l'enfer. Tu sais, au moins, il n'y a pas eu... je crois pas qu'il y a eu autant de... Il y a eu pas mal de sorties de route. Mais, tu sais, du côté accident avec des blessés, il n'y a pas dû en avoir des tonnes. En tout cas, j'ai pas vu... J'ai vu plus de tôles froissées que de gens blessés des ambulances. Oui, je pense qu'il y a une affaire comme 1200, 1500 accidents hier dans la journée. Des accrochages. C'était fou, là. J'ai vu passer quelques voitures qui ont été prises dans le carambolage. Tu sais, il y a eu un petit accident au niveau de l'autoroute 20. Il y a un gros camion, un gros fardier qui a renversé sur le côté. Donc, ils ont dû fermer l'avant une bonne partie. C'est ce qui a créé beaucoup de ralentissement. Tu sais, la grosse problématique, c'est pas vraiment la tempête, mais plutôt la quantité de véhicules. Et tu sais, des fois, il y a toujours des gens qui sont... Tu sais, ils pourraient s'en passer d'être sur les routes puis ils pourraient rester à la maison, mais bon, c'est pas comme ça que ça marche à l'air. Ouais. Mais en tout cas, non, mais là, je commençais à être déprimée hier, parce que je voyais ça, puis annonçait la même chose un peu en partie ce matin. Quand j'ai vu ce matin que le soleil avait envie de sortir, ben là, je me dis, il y a de l'espoir, il y a de l'espoir. En tout cas, je peux te dire qu'il y en a une gang qui n'en souffre pas de la neige sur une soucoupe de neige, sur une soucoupe de volante. Il ne doit pas avoir bien de neige là-dessus en hiver. Oui, effectivement. Seigneur. Là, j'ai d'autres choses aussi qu'il faut que je parle. Il faut que je fasse... honnêtement, là, j'ai reçu un cas très particulier cette semaine, même 2 cas. C'est intense, là, parce qu'en plus, c'est dans ma région, encore une fois, puis c'est quelque chose que j'ai déjà vu. Puis ça s'est produit cette semaine. Je ne donnerai pas la date, je ne donnerai pas la journée, parce que je veux faire un appel à témoins, en fait. Je veux que les gens de Portneuf, Cap-Santé ou dans ces régions-là, là, je veux que les gens me contactent s'ils ont été témoins de ce qui a été capté, parce que j'ai reçu une vidéo très particulière, mais quand même très bien, mais on ne sait pas c'est quoi, on ne sait pas d'où c'est, l'endroit exactement où est-ce que c'est. J'ai une bonne idée, on a une bonne idée selon le témoignage.
Sauf que par contre, est-ce que c'est de l'autre côté de la rive ou de ce côté-ci de la rive? Ça, on ne peut pas le préciser à 100%. Pour préciser aussi aux auditeurs, quand on fait une enquête, on minimise aussi les informations qu'on va divulguer publiquement, justement pour s'assurer que les 2e, 3e et 4e témoins qui vont arriver et qui vont venir nous parler du même cas, on va être en mesure de savoir si c'est le même événement duquel on est en train de parler. Donc, il y a certaines informations qu'on va dévoiler et certaines autres qu'on va garder pour nous, justement pour corroborer si on a un témoin numéro 2 et un témoin numéro 3 du même événement. Exactement. Fait que là, je fais l'appel à témoins. J'aimerais vraiment que les gens puissent me contacter, soit par ma page web, zoneparallèle.com, ou sur la page Facebook en message privé. Je peux vous dire que ce sont des lumières oranges, des grosses sphères oranges, pas une, mais 5 ou 6, ou quelque chose comme ça. J'ai pas compté les boules qu'il y avait sa vidéo, là, mais c'est vraiment gros, là. C'est des affaires d'à peu près, je te dirais, de 8 à 10 pieds, donc 3 mètres environ de diamètre. Et ça serait arrivé à peu près de quelle date à quelle date? C'est cette semaine, en début de semaine. Donc, quelque chose qui s'est passé cette semaine, s'il y a des gens du côté de Portneuf, Saint-Raymond qui ont vu quelque chose. Ou Sainte-Croix. Ou Lobinière, parce que ça a été vu d'un lieu où la dame, elle habite dans un lieu un petit peu plus élevé, donc elle voit de l'autre côté du fleuve. Où est-ce qu'elle est, mais elle n'est pas directement collée sur les terres. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. Et non, ce ne sont pas les trucs d'Elon Musk avec l'espèce de Starlink, parce que il y en a qui vont dire tout le temps, c'est des satellites. Hey les satellites, c'est pas au niveau du sol, là. C'est je sais pas combien de kilomètres de la planète, là. Ça n'a pas rapport, là. Bon, on peut les voir passer à l'horizon quand il y a un coucher de soleil, mais c'est pas tout le temps. Ça dépend de notre position à nous, puis à quelle position que les satellites sont en train de passer. Ouais. Justement, tu me fais penser, j'ai lu cette semaine un article de mémoire, me semble, ça venait du côté Radio-Canada, des gens qui font de l'astronomie qui commencent à faire des pétitions. Ouais. Parce que avec le nombre de satellites qui se trouvent autour de la Terre, ils commencent à avoir un peu de la misère à essayer de voir les vraies étoiles des satellites qui réfléchissent la lumière. Mais non, parce qu'en plus, tu as un temps de pause, hein, quand tu veux faire une photo. C'est pas un direct pèse sur le piton. Non, il y a un temps de pause qui se fait, là. Oui, c'est un temps très, très long quand les images sont posées. Donc, c'est ça, l'article mentionnait cette information-là, justement, que les astronomes commencent à faire des pétitions pour toute cette portion-là de satellites, la quantité qu'il y a dans les airs, et que ça leur cause des problèmes pour être capable de déceler, être capable de voir les étoiles parmi les satellites. Et des fois, il y a des satellites qui sont confondus avec une étoile lointaine. C'est sûr qu'à long terme, le comportement va permettre de savoir si c'en est une vraie ou pas. Mais à la quantité d'objets, de débris qui se trouvent alentour de la Terre, qui est en orbite, on est en train de dire d'une certaine façon qu'on est rendu avec une atmosphère poubelle alentour de nous, dans l'espace. Donc, Carole, on est en attente avec Jean Libreiro. On l'a en ligne? Oui. Ils viennent de... Attends un petit peu. Merde. Je viens de le perdre. Les joies du direct. Oui, c'est ça. J'ai voulu le mettre dans le système, mais je viens de le perdre. Il vient de réussir à nous rejoindre. Donc, entre-temps que Carole puisse reprendre contact avec M. Libreiro, je rappelle aux auditeurs, pour les gens qui veulent nous poser des questions, vous avez au niveau du texto le 581-500-1196. Je répète, le 581-500-1196 pour les messages texto. Sinon, du côté zone parallèle, juste en dessous de la publication de l'émission d'aujourd'hui, je suis déjà au poste pour prendre vos questions et les transmettre à notre invité ou Carole. OK, oui, effectivement. En attendant qu'il essaye de me rappeler, je pense que j'ai droppé la ligne sans faire exprès. Ça fait depuis tantôt que j'essaie de le rejoindre. Ça fonctionne pas. Puis là, c'est lui qui m'appelle. Puis pouf, j'ai accroché le piton. Je pense que j'ai pas fait la bonne affaire. Mais en tout cas, bref, je vais vous parler de qui est notre invité qui va essayer de tenter, j'espère, nous rejoindre dans quelques instants. C'est Jean Libreiro. En fait, il a fait des études en histoire de l'art à Toulouse. C'est un professeur des écoles, les académies de la Créteil. Je ne vais pas le dire mauvaisement, là. Créteil,
Ça ressemble à ça, en tout cas. Professeur d'anglais en école de commerce et formateur pour adultes. C'est un traducteur commercial à la Chambre de commerce franco-espagnole de Paris. Il est traducteur technique et juridique depuis 2007. C'est un interprète judiciaire. Il a sa maîtrise en traduction trilingue à l'École supérieure interprète et traducteur Université de Paris 3. Donc, c'est un expert en traduction. Langue espagnole. En 2013, il a fait un retour vers une de ses passions de jeunesse en traduisant en accord avec l'auteur le livre Alien Interview. C'est assez particulier. Il y a eu... c'est comme s'il y a eu un considérable impact à l'international et ça a eu des échos considérables aussi. Attends un petit peu, je pense qu'on l'a. Ça dit quoi? Est-ce qu'il est là? Monsieur Librero? Bonjour, c'est Steve, le co-animateur de Carole. Bon, ça y est, on l'a. Quelques instants, on va vous mettre en attente et on va vous rentrer tout de suite dans le système. Et voilà, je pense qu'on l'a. Monsieur Librero? Oui. Ah bon, OK, ça y est, ça a marché. On essayait de vous rejoindre en même temps parce que là, on est en direct. C'est pas évident pour moi de lâcher le micro puis de prendre le téléphone et de faire patienter tout le monde, en fait. Je comprends. Non, c'est quelque chose. Je suis en train de faire un petit pédigré de vous-même pour savoir à qui on a affaire. Donc, je t'ai rendu que vous aviez vous aviez traduit, en fait, le livre Alien Interview. Et ça a changé bien des choses côté ufologique pour les gens de France, de l'Europe. Vous avez fait aussi une traduction sous le titre L'entretien avec un alien qui est paru en 2013 chez l'éditeur en ligne lulu.com. Cette expérience fut particulièrement marquante pour vous-même, j'imagine, parce que à travers les échanges que vous avez eus avec Lawrence Spencer, en fait aussi, vous avez, à partir de juillet 2016, vous avez commencé une collaboration avec les éditions Atlante. C'est très connu, ça, les éditions Atlante, ici même au Canada. Et jusqu'en avril 2018, vous avez fait ça. Donc, dans cette période, vous avez traduit 5 ouvrages, dont 4 documents majeurs ufologiques. Le 5e de ces livres, témoignage la vie d'une expérienceur et voyage dimensionnel canadien avec Jason Quitt, renvoie plus aux expériences, l'expansion de conscience qu'à l'ufologie proprement dite. Vous avez fait plusieurs aussi de conférences et sur des thèmes ufologiques. Vous avez traduit même des cas américains dans les soupers ufologiques que j'ai vus d'ailleurs sur certaines vidéos. Vous avez aussi traduit des gens de grande renommée ou des gens connus dans le niveau ufologique aussi avec, si je me souviens bien, Calvin Parker, avec UFO Conscience, je me trompe pas, hein? Oui, Calvin Parker, et puis un certain nombre de personnalités intéressantes, oui. OK, oui, j'ai trouvé ça c'est particulier ce que vous faites. Et vous avez aussi fait affaire avec des livres de David Jacobs. Ça, c'est le plus important expert mondial des abductions qui connaît pas parmi les gens intéressés à l'ufologie, David Jacobs. Donc, vous avez traduit sa conférence, en fait, à Paris, c'est ça? Oui, j'ai traduit la seule conférence qu'il a faite à Paris. C'est vrai, c'est une chance, c'est un privilège pour la France, hein. Bien sûr. Et puis pour tous ceux qui peuvent consulter sur le lien en question, que ce soit en France ou au Québec, enfin toutes les personnes qui parlent français, qui comprennent le français. C'est une conférence en anglais, hein. Il a fait en anglais, je l'ai traduite. Oui. En fait, je vois que vous en avez fait plusieurs aussi, des traductions. Il y a, comme j'ai dit tantôt, l'entretien avec l'alien de Lawrence Spencer. Vous avez fait Rencontre avec le peuple des étoiles de R.D. Six Killer Clark pour les éditions Atlante. Vous avez fait Les enfants de Roswell de Donald Smith et Thomas Carey. Aztec 1948, un crash d'ovni au Nouveau-Mexique de Suzanne et Scott Ramsey. Et Frank Thayer, aux éditions L'Atlante, encore une fois. Et vous avez fait aussi Il marche parmi nous, de David M. Jacobs,
encore une fois pour les éditions Atlante, et Connaissance interdite, Jason Quitt, celle que j'ai vue justement à Paris, que vous avez reçue en direct via Skype sur une conférence où les gens pouvaient leur poser des questions. Et le dernier cas aussi, c'est Pascagoula 1973, ma rencontre rapprochée avec Calvin Parker, où ce que j'ai trouvé ça, c'est spécial, ça, que je pense que c'est vraiment un honneur, ça, d'avoir l'occasion et la possibilité de traduire ces personnes-là, parce que c'est des cas extrêmement gros. Puis c'est ça, je trouve ça assez... je vous félicite pour votre travail, parce que ça prend quelque chose. Mais au départ, est-ce qu'on vous considère comme un ufologue ou chercheur en ufologie? Est-ce que je me considère comme un ufologue? Ou est-ce là la question? Ben non, on ne se peut pas dire que je me... Disons que traditionnellement, vous savez, Carole, ce qu'on appelle un ufologue, normalement, c'est un chercheur, quelqu'un qui étudie des cas de témoignages, qui essaie de les analyser, de les rapporter à d'autres cas, de faire des analyses horizontales, historiques, rapprocher des cas de génération en génération, de décennie en décennie, etc. Donc c'est ça les ufologues. A priori, vous savez que l'un des plus grands chercheurs, connaisseurs en ufologie, on le sait, on ne le sait pas, c'est tout le problème de l'ufologie au niveau mondial, la fameuse barrière de la langue. Est-ce que c'est une réalité ou une expression langagière? Mais l'un des grands experts sur l'ufologie dans le monde, c'est Richard Dolan. OK. Celui qu'on voit avec les émissions. Son nom est très rarement mentionné en France. Je sais pas. Je suis très content, mais merci encore, Carole, de m'avoir invité. Donc, je connais pas très bien l'ufologie au Québec. Je connais mal. J'ai la joie de communiquer avec vous, Carole, également. J'ai connu Marc Saint-Germain. Je l'ai vu à Paris. J'ai parlé avec lui. Je connais Yann Fadney, etc. D'autres personnes. Richard Glenn, il m'a déjà interviewé, Richard Glenn. Okay. Il y a une joie vraiment de communiquer avec lui. Donc je connais mal le Québec, même si je sais que c'est un pays qui est en Amérique, Canada, donc frontalier avec les États-Unis, mais d'après ce que je me rends compte, il y a quand même il y a vraiment la barrière, la frontière, c'est aussi la frontière de la langue et la frontière culturelle, ce qui fait que l'ufologie en langue française connaît mal l'ufologie de langue anglaise, parce que les gens ne parlent pas la langue anglaise et parce que les livres ne sont pas traduits. C'est très très peu le nombre de livres traduits par rapport à ce qui devrait être. Carole, c'est mon point de vue, le point de vue de tous les gens qui connaissent la littérature ufologique internationale, si on peut dire. Mais Richard Dolan, qui est donc l'un des grands experts en ufologie, s'appelle lui-même historien de l'ufologie. Il ne s'appelle pas lui-même ufologue. OK. C'est un grand monsieur. Je dis cela, les gens qui ne le connaissent pas, qui n'ont peut-être jamais entendu son nom, mais je les invite à regarder même la chaîne de Richard Dolan. Richard Dolan a une chaîne YouTube, en anglais, bien sûr. C'est un grand monsieur. Lui-même s'appelle historien. Lui-même s'appelle historien. Comment nous-mêmes, qui sont des mouches, des insectes, des fourmis à côté de grands personnages, pouvons-nous nous appeler ufologues? Non, nous sommes des amateurs d'ufologie. C'est clair. C'est tout ce qu'on peut dire. Mais c'est parce qu'il n'existe pas de cours ufologiques à l'université. C'est ça l'affaire aussi. Il n'y a pas de diplôme qui existe en tant que tel pour dire qu'on voudrait avoir quelque chose qui s'apparente à l'ufologie avec tout ce que ça prend comme méthodologie alentour. On devrait se taper au minimum entre 4-5 diplômes. Comme une science académique, comme on dit, académique, c'est-à-dire universitaire, science officielle, et il y a tellement de groupes, tellement de façons de percevoir l'ufologie, tellement de courants, on peut dire que ça peut pas se constituer épistémologiquement, comme une doctrine, comme une... Aujourd'hui, en 2020, on est rendu à établir un vocabulaire qui va être beaucoup plus scientifique, si on veut, parce que scientifique, c'est tellement large comme panier. Mais de se doter déjà d'un vrai vocabulaire qui va être beaucoup plus compréhensible, parce que l'ufologie, ça en reste très, très large. Même du côté Garpan, avec les recherches qu'on fait,
on a dénombré combien de phénomènes célestes qui sont très rarement vus, mais qui sont tout à fait naturels au niveau de la planète, mais qui sont très souvent confondus avec des cas ufologiques. Des belles méprises. Oui, exactement. Donc, tu sais, aujourd'hui, on en est rendu à informer les gens tout autant sur l'ufologie et de ce qui n'est pas l'ufologie, qui n'a aucun lien là-dessus. C'est ça qui fait que le thème en tant que tel est ridiculisé, parce que avant de pouvoir parler, on a aussi un certain respect envers le public à avoir en faisant nos recherches et en fouillant et en trouvant le maximum d'informations avant de divulguer quoi que ce soit ou de donner une information peut-être erronée. Exact. Oui, bien sûr, je suis d'accord avec vous dans les grandes lignes. Pour ce qui est des phénomènes météorologiques, effectivement, mais ça c'est un serpent de mer. Je ne sais pas si ça existe, l'expression au Québec, mais c'est un lieu commun, c'est un stéréotype, si vous voulez, de la réflexion. C'est pas de manière dédaigneuse que je vous dis ça, non, simplement parce qu'effectivement c'est un fait important, mais qui est pris en compte 50, depuis les années 40 même. Est-ce que vous connaissez l'expression gaz des marées, swim gaz? Ben oui, ça c'est naturel, ça. C'est quelque chose que c'est quelque chose que le sol dégage par lui-même. C'est un genre de gaz, justement, qui peut avoir des lumières de couleur orangée, jaune. Ça dépend, là. Il y en a qui c'est vert. Non, mais est-ce que vous savez, Carole, pourquoi je parle des gaz des marées à l'instant? Historiquement, vous savez à quoi ça renvoie? Moi, je suis pas au fait, je vous écoute. Instruisez-moi, je vais en savoir plus. Pas pour décrire des phénomènes météorologiques, effectivement, mais l'expression gaz des marées, en anglais, c'est swim gaz. Okay, ben c'est une expression qu'a utilisée Allen Hynek. Allen Hynek, en 1960, c'est 67, je pense, à propos d'observations qui ont été faites. Est-ce que c'était vers le lac Michigan, vers Michigan, dans le Michigan, je me rappelle plus. Enfin, ce moment où Allen Hynek a décrit un phénomène ufologique et des observations d'objets non identifiés, avec l'expression des gaz des marées. Et les observations étaient tellement réalistes, tellement avérées. Beaucoup de personnes avaient fait des observations. C'était un dossier ovni, si vous voulez, très sérieux. Et donc, à ce moment-là, il a été complètement ridiculisé parce que cette expression-là ne correspondait pas du tout, ne pouvait absolument pas correspondre à l'importance des observations qui ont été faites dans le Michigan. À ce moment-là, vous voyez? Ben, c'est ça. C'est pour ça que l'expression a une valeur historique, pour nous rappeler comment on a invoqué des phénomènes météorologiques qui, quelquefois, s'est fondé, je suis d'accord avec vous, et donc il faut prendre en compte, et quelquefois, ça a été utilisé de manière tout à fait malhonnête, vous le savez, par les pouvoirs en place. Il y a quand même eu une censure, une politique de déni totalement délibérée, officielle, de la part des autorités aux États-Unis, entre autres. Et c'est après cet événement, vous le savez certainement, que Allen Hynek a été secoué, parce qu'en vérité, il était contraint par le groupe, par le fameux projet Blue Book, pour lequel il travaillait, de ridiculiser ces observations, tout en sachant lui-même, en tant que scientifique, que la vérité était loin de coïncider. Et à ce moment-là, il a changé de bord, il a retourné sa veste, comme on dit. Il est devenu l'un des plus importants chercheurs sérieux en ufologie. Je pense que vous connaissez toute cette histoire. Oui. Puis en fait, il y a plusieurs phénomènes naturels que les gens vont confondre. Ça devient des méprises. Je ne parle que là mettons, même le phénomène de la foudre en boule. C'est dans un ciel orageux, il peut arriver qu'on voit des sphères qui apparaissent et qui disparaissent. Mais en fait, c'est probablement une foudre en boule dans ces cas-là. Les gens vont tout de suite dire c'est un ovni. Non, ce n'est pas un ovni. Ce n'est que des phénomènes naturels qui avec la statique en haut, là, c'est énorme, là, les choses qu'on peut voir. Je sais pas si... Ben, ces phénomènes-là vont arriver plutôt à des hauteurs prédéterminées. C'est-à-dire que le phénomène, on va le voir entre telle altitude et telle altitude. Ouais. C'est ce qui nous permet de savoir si la fameuse boule lumineuse qu'on est en train de regarder, si c'est un phénomène naturel ou quelque chose qui sort de l'ordinaire parce qu'il ne se trouve plus à la hauteur, à l'altitude nécessaire pour que le phénomène puisse se faire. Oui, mais ça disparaît, ça, là. Ça reste quelques secondes seulement. Mais il y a ça aussi, mais le fait de voir Vénus. Des fois, on la voit même en plein jour, là, Vénus. Oui, là. Ben, la Lune, c'est la même chose. C'est ça, la Lune, exactement.
Puis les gens vont dire, c'est quoi? Il y a une sphère qui bouge pas, là. Non, c'est pas une sphère. Oui, c'est une sphère, mais c'est une planète ou c'est un soleil, c'est la lune ou peu importe. Mais les gens vont tout de suite penser que c'est ça. Mais c'est ça, en fait, notre travail, c'est de démystifier puis de faire comprendre aux gens, comme Steve disait tantôt, c'est de faire comprendre aux gens qu'il y a des choses qui sont naturelles à travers tout ça, que tout n'est pas un phénomène ufologique inconnu, objet volant non identifié. Puis les gens aussi confondent entre ovni et extraterrestre et mettent tout de suite ça sur le même package, mais c'est pas le cas. Non. Parce qu'un ovni, ça peut être un objet qui a été fabriqué par l'homme, mais qu'on ne connaît pas et on ne peut pas l'identifier, en fait. Mais c'est l'homme qui l'a fabriqué dans une expérience, mettons, de l'armée ou peu importe, là. C'est encore là, ça aussi, ça peut faire partie des ovnis, mais tant qu'on l'identifie pas, ça demeure un ovni. Ça veut pas dire qu'il y a un extraterrestre ou un intra ou peu importe. Là, Ben, à l'heure actuelle, de mémoire, si je me trompe pas, juste ici au Québec, il n'y a pas de cas ufologique à laquelle on a vu un vaisseau et un humanoïde. Les deux ont été vus de façon séparée, mais jamais ensemble, en tout cas dans ce qui a été répertorié, les témoignages qui ont été pris. Parce qu'il y a bien des fois, ça c'est une chose qu'on vit souvent dans ce domaine-là. Les témoins, des fois, ils viennent nous parler presque 15 ans plus tard de ce qu'ils ont vécu. Mais ça n'a pas été répertorié, le cas de ce que je veux te dire. Parce que moi, ce que j'ai vu en 2001 avec un de mes enfants, en fait, ça a été vu comme 1 heure plus tard, pas 1 heure plus tard, mais 1 heure de route, à 1 heure de route de chez nous. Mais lui, il a vu le même engin en plein, je dirais comme on dit, entre chien et loup. Tu sais, quand le soleil est couché, mais il fait pas assez noir, mais assez clair pour être capable de voir correctement l'engin. Crépuscule. Oui, c'est ça, merci. Le crépuscule, c'est pas le matin, ça? Ben, c'est ça, je suis en train de me demander si c'était crépuscule, mais à la pénombre. Oui, à pénombre. Bref. Mais lui, en fait, lui, il a vu les passagers de ça. Il disait que c'était pas humain. Mais j'ai seulement recueilli son témoignage, mais sans faire de cas répertoriés, parce que à cette époque-là, quand je l'ai entendu me dire ça, je ne faisais pas en sorte de faire répertorier les cas que je recevais. Puis c'est juste, tu sais, comme encore là, j'ai pas de preuves de ce qu'il me dit, j'ai pas de photos, j'ai pas de vidéos, j'ai rien pour prouver au monde, donc ça devient et ça reste du blabla. C'est pas évident, là. Puis quand on nous remet des vidéos où ce que c'est pas clair, où ce qu'il y a pas qu'on voit pas le sol, on n'a rien pour s'aider à savoir identifier l'endroit, où ça aussi, c'est pas évident. Parce que ça peut avoir été filmé au-dessus, ça peut avoir été filmé dans, je sais pas où. Tu sais, on n'a aucune... C'est-tu quoi, Carole, pour les prochaines émissions? On va essayer de faire une petite chronique. C'est quoi que ça prend quand on voit un phénomène étrange? Qu'est-ce que ça prendrait de plus pour être capable de rajouter des arguments au phénomène qui vient d'être dû? Parce que bien des fois, on n'a pas de référence au niveau de distance ou de mise en contexte. Exact. On est où? On est-tu dans une forêt? On est-tu en pleine ville et on pointe loin? Tu sais, bien souvent, je t'en ai parlé sur certaines vidéos. Les vidéos semblent être filmées avec des téléphones, mais mondines qui ont des bons zooms, eux autres, c'est l'enfer, hein? C'est toujours fou, hein? Ils sont capables de passer d'un zoom très, très proche à un zoom très, très loin en à peine bougeant et en à peine perdant le focus pendant qu'il fait son zoom. À moins qu'il y ait des Huawei. Oui, mais c'est ça. Oui, c'est des téléphones de dernière génération, ce que nous, moi, j'ai pas ça. Mais même à ça, la lentille n'est pas assez grande pour dire qu'on va avoir une qualité pendant un zoom. Tu sais, j'ai déjà vu cette qualité-là et la caméra vaut aux alentours entre 150 000 et 200 000 $. On appelle ça une caméra de télévision. Ben, c'est pas tout le monde qui a les moyens de se payer des équipements dans les hauts cas où que je vois quelque chose. Ben, moi, ça me donne déjà un indice quand que je vois un fake. Parce que bien des fois, la majorité des vidéos qui sortent sur Internet ou des choses comme ça qui vont être flaguées de façon virale, ben bien souvent, c'est des appareils, des téléphones tellement performants que j'aimerais ça qu'on me dise où est-ce qu'ils les ont achetés pour aller m'en chercher un. J'aimerais ça aussi en avoir un de cette qualité-là. Moi aussi. Mais Jean, est-ce que tu en as capté des phénomènes inexpliqués? Si moi-même, j'ai observé ou filmé des phénomènes inexpliqués. Oui, c'est ça.
Oui. Bon, je commente pas, c'est tout ce que vous avez développé. Hein. Comment est-ce que vous appelez, cher monsieur? J'ai oublié votre nom. Steve. Steve Zuniga. Il est pour le Garpin, justement, oui. Je travaille avec Yann. Moi. Oui, je suis d'accord avec vous. Hein. Enfin, globalement, hein, c'est l'identification avec certitude des observations, des films, des vidéos. Bon, c'est une zone question sans fond. Hein. Après, les identifications de phénomènes naturels, météorologiques, il faut savoir quand même. Hein, vous savez, Steve, Carole, qu'en France et au Québec. Bon, j'ai parlé avec Marc Saint-Germain, mais je ne sais pas exactement quels sont ces protocoles pour le Québec. Mais bon, en France et dans tous les pays, bon, il y a des protocoles quand même. Hein, je le sais un peu indirectement, pas par expérience personnelle, mais les phénomènes naturels sont connus, hein, ils sont analysés hein, dans les cas d'observation. La plupart des ufologues de terrain, sont informés hein, sur les caractéristiques générales des phénomènes naturels. Il faut avoir une connaissance justement aérospatiaux aussi de tout ce qui peut être naturel. Il faut avoir ça dans nos connaissances. Il faut connaître, faut savoir aussi avoir un petit côté astronome, même amateur. Ça prend ça pour... Il faut avoir une bonne culture générale. Oui, tout simplement. Tout simplement. Des analyses sur des observations, oui, comme vous dites, les phénomènes astronomiques, c'est aussi la planète Vénus, hein, faut pas oublier que la planète Vénus est visible, planète Mars aussi. Bon, mais je vais pas développer là-dessus, c'est un simple aparté, hein. C'est pour vous dire que tout ça est généralement bien connu par les ufologues de terrain, hein. Il faut pas leur jeter la pierre, hein, il faut pas les discréditer, a priori, et pas du tout. Ensuite, parce que la plupart des ufologues de terrain ou autres sont sincères, ce sont des gens qui veulent savoir ce qui s'est passé, ce qui a été vu, ou alors ensuite les observations sont faites spontanément, un film vidéo est transmis par une association locale. Il y avait beaucoup d'associations locales en France. Je suis membre du SO, qui est un organisme d'archives ufologiques national, et donc on se rend compte qu'il y a eu quantité d'associations locales hein, en France depuis les années 50 et 60. C'est impressionnant le nombre de recueils d'informations qui ont été faits par des bénévoles hein, qui ne sont plus là, ou dont vous voyez ce que je veux dire, un travail de fourmi sur tout le territoire. Mais voilà, donc les phénomènes naturels ont toujours été pris en compte. Après, ça ne veut pas dire qu'on a une réponse à 100% valide sur est-ce que le phénomène est naturel, est-ce qu'il est non expliqué, non explicable, est-ce que c'est... Alors ensuite, la deuxième question, deuxième niveau, Carole, très bien, bravo, tout ça on le connaît depuis, ça fait 50 ans qu'on nous répète le même discours, hein. C'est pas par ironie que je vous dis cela, mais c'est parce que ça est connu. Effectivement, est-ce qu'un ovni est un engin extraterrestre ou c'est un objet non identifié, mais qui pourrait être d'origine terrestre, hein, des objets secrets américains, russes, chinois, français, oui, mais ça, effectivement... Faut toujours rappeler que les... toujours posées, hein. Si vous voulez me demander si je suis d'accord que ces questions sont posées, je dis oui, Carole, ces questions demeurent posées, c'est évident. faut rappeler aux auditeurs aussi qu'il y a toujours n'hésitez pas à poser des questions directement, Carole. N'hésitez pas. Pour les auditeurs, il ne faut pas oublier... Alors, quelle était la suite? Est-ce que j'ai vu des observations moi-même, hein? C'est ça, est-ce que j'ai fait des observations? C'était ça ma question. J'ai jamais rien filmé. Bon, moi j'ai un portable à Apple, mais... que j'utilise un minimum, qui a quand même une très bonne caméra, mais j'avais un téléphone, j'ai fait une observation l'an dernier, Carole et Steve, très spectaculaire, hein, pour moi en tout cas, et pour d'autres personnes, témoins également. Hein. OK. Et je voulais que je vous dise rapidement. Ouais. Ben oui, on vous écoute. Oui, c'est vrai que j'ai 60 ans, enfin j'ai 61 ans maintenant, Steve, mais j'avais jamais fait l'observation personnellement, hein. En tout cas sûre et consciente. Si j'ai vu quelquefois des petits phénomènes au bord de la mer qu'on m'a indiqué, mais bon, des objets qui passaient très très vite, comme des étoiles, mais à très grande vitesse sur l'horizon de la mer, du côté de la Méditerranée, hein, du côté de Béziers, vous voyez. Béziers, Narbonne, j'ai vu ça plusieurs fois, mais bon, ça passe tellement vite qu'on se demande, hein, est-ce que c'est un météore, hein, bon. Mais ce que j'ai vu l'an dernier, c'était exactement le 19 juillet 2019, donc
C'était dans la région toulousaine, au sud. Si vous regardez la carte, c'est vers Frouzins ou Seyss, c'est la banlieue sud de Toulouse, à 10 km au sud-ouest de Toulouse. Et alors j'étais chez un ami avec qui et le lendemain on allait se rendre justement à un congrès dans lequel je donnais une conférence sur le cas Pascagoula, sur l'incident Pascagoula de 1973. OK. Cet ami est un amateur d'ufologie et il m'accompagnait avec sa voiture. J'ai dormi chez lui dans une villa avec sa compagne et le fils de sa compagne. Et il me dit, il y a toujours des observations ici. Il se peut, il est fort possible qu'il y ait une observation ce soir. Je dis, ah bon, d'accord. Effectivement, à un moment donné, il m'appelait, ça y est, c'est là, c'est venir. Alors on va dans sa cour, parce que la maison est en surplomb, sur une zone qui est en surplomb par rapport à une plaine. OK. Donc on voit l'horizon très bien. Et le ciel pur, c'était en plein été, il n'y a pas de nuages. On a des étoiles, le ciel étoilé, il était vers 21h, 21h30. On avait dîné dehors, sur sa terrasse, et on était rentrés, et puis là, il me sortit. Donc c'était un objet lumineux blanc-jaune, de la taille d'une pièce de 10 centimes, vous voyez, à bras tendu. OK. Je dirais pas 20 centimes, parce que c'était très gros quand même. Mais 10 centimes, vous savez, 10 centimes de cent euros, c'est gros quand même, quand on le voit dans le plein ciel. À la hauteur, c'était, disons, 30 degrés. C'était pas à 45 degrés, c'est pas très haut, c'est, disons, à 30 degrés. Immobile, totalement immobile, et on n'entend pas l'objet venir. Et mon ami Michel, qui habite là, avec sa compagne, m'a dit que c'est très régulier. C'est très régulier. C'est pas toutes les nuits, c'est toutes les 2 ou 3 nuits, oui. Et immobile, on ne le voit pas arriver, on ne le voit pas partir, il est immobile. Si c'était un objet qui se dirigeait vers nous, il s'approcherait, si c'était s'éloigner, le volume diminuerait, je suppose, etc. Si c'était pas dans l'axe, on le verrait se déplacer dans l'axe, totalement immobile, et ça dure 2 minutes. 2 minutes, un objet immobile, je veux dire, c'est saisissant. Blanc-jaune, comme je vous dis, lumineux, et soudain, il se rétrécit, se rétracte sur lui-même, il prend la dimension d'une étoile. Si on l'avait pas vu auparavant, on l'aurait confondu avec une des étoiles du ciel. Et à ce moment-là, il se met à circuler, donc vers la droite. Donc comme on était direction sud, c'était vers l'est, disons, est-sud-est. Et à une vitesse, difficilement, c'était pas à grande vitesse, c'était la vitesse d'un avion à petite vitesse, je dirais à 400 km/h, vous voyez. OK. Et toutes les, je dirais, tous les 500 mètres, tous les 300 mètres, il clignotait, mais clignotement rouge. Ah. Et puis il a disparu, parce qu'il y avait un rideau d'arbres quand même à droite, à un instant. Et ça s'est répété 4 fois dans la soirée. 4 fois au même endroit sur l'horizon, exactement au même endroit, le même volume, aucun bruit, on n'entend rien arriver, et aucun bruit à aucun moment. Et la dernière fois, c'est que je suis rentré dans la maison, dans l'habitation, et on regardait un film, c'était un film comique avec, peut-être vous connaissez, Jean Lefebvre, Jean Carmé, c'était les faux héros de la Deuxième Guerre mondiale, la brigade des... OK, ouais. Un film comique très très connu, on regardait ça avec ses compagnes, mais j'ai senti un appel, j'ai senti un appel. Je ne peux pas le dire autrement. Et j'ai dit à Michel, il faut que j'aille dans la cour. Et son fils, le fils de sa femme, m'a accompagné et Michel est sorti. Alors je regarde vers l'horizon, là où on avait fait 4 fois les observations, à environ une demi-heure d'intervalle chaque fois. Même moins, quelquefois c'était peut-être 20 minutes. Et là, je vois rien. J'étais déçu parce que, je sais pas, j'avais la sensation d'une présence. Oui. Okay. Sensation. Et puis mon œil bascule, mon regard bascule parce que je vais rentrer dans la maison. Donc la tête tourne et j'allais rentrer. Et sur la droite, donc pas dans le côté fond, côté sud, vers l'horizon, mais sur la droite, du jardin, il y a un rideau d'arbres derrière le jardin, mais un rideau d'arbres qui n'est pas dans sa propriété, qui a une centaine de mètres, 150 mètres. C'était des peupliers, vous voyez, c'était noir, un rideau d'arbres noir, mais vous voyez, avec le ciel bleu nuit. Okay. Et derrière ce rideau d'arbres, Carole, un objet très très gros. C'était pas la pièce de 10 centimes à portée de bras. C'était un objet, un cercle. C'était un disque
vu le volume des arbres, hein, les arbres montent à 8 mètres de haut, 8-10 mètres, hein, 8 mètres disons, l'objet il faisait minimum 10 mètres de circonférence. Si vous me permettez une petite parenthèse, Monsieur Librero, juste pour les auditeurs, parce qu'un 10 centimes français, ça nous dit pas grand-chose en termes de dimension. J'ai fait de la petite recherche et du côté d'un 10 centimes français, c'est l'équivalent d'environ 2 cm de diamètre. C'est quasiment la grandeur d'un dollar. À peu près. Hey, c'est quand même gros, ça, là. Oui, à portée de bras, ça veut dire que c'est gros comme la Lune. L'engin ou le phénomène est quand même très, très gros. Très gros, oui. Sinon, j'aimerais ça souligner, M. Librero, vous avez dit quelque chose qui m'a fait beaucoup sourire, que je l'entends très souvent et très peu exploité. Vous avez senti un appel. Je l'entends. J'ai pas fini de vous décrire l'objet. Non, je sais, mais c'est juste le fait que bien des fois, les gens ont tendance à croire que le phénomène il est simplement physique quand il va au-delà que du monde physique. Moi, c'est surtout ça que je veux souligner. Je trouve ça agréable de vous entendre parler que vous avez senti un appel. Ouais, moi aussi, je trouve ça le fun parce que c'est vraiment ça. Oui. Sincèrement, moi, Steve, c'est ma première expérience. Hein, et j'ai entendu des témoins me raconter des observations. C'est vrai que c'est récurrent. Hein. C'est pas systématique, mais il y a des personnes qui sentent une communication avec le phénomène. Hein. Oui. Comme une communication avec des êtres conscients, ou en tout cas avec quelque chose de vivant. Alors évidemment, hein, on peut développer sans fin ce que ça veut dire. Hein. On peut avoir quantité d'hypothèses là-dessus. Mais moi, je l'ai senti. Hein, c'est ainsi. J'ai senti un appel. J'étais bien avec. Il nous racontait une histoire très drôle, hein, Michel, parce qu'il est un ancien joueur de rugby. Il a connu des membres de l'équipe française de rugby, l'équipe nationale de rugby, vous voyez. Mais si vous nous permettez, on va prendre le temps de faire une petite pause. Oui, on va pouvoir continuer le témoignage que vous nous faites. On va pouvoir le continuer après la pause. Donc, peut-être juste rappeler aux auditeurs que s'il y a des gens qui ont des questions pour M. Librero ou en ondes présentement, donc vous pouvez nous contacter au 581-500-1196 pour les textos. Sinon, du côté de la page Facebook de Zone Parallèle, juste en dessous de la publication de l'émission d'aujourd'hui, vous allez voir M. Librero. Vous allez pouvoir poser vos questions. On va pouvoir ramener ça directement à M. Librero. Alors, Jean, ne quitte pas. Reste en ligne. On va faire une pause. On revient tout de suite après. Merci, Carole. On est de retour en studio avec Jean Librero. Tu es toujours là, Jean? Oui. Ah, Carole. OK, parfait. J'aimerais ça que tu me parles d'un cas particulier où tu as fait la traduction du livre. Et ça j'y tiens parce que ça me parle beaucoup. Et ça, c'est vraiment, là, ça a le rapport avec les Amérindiens. Tu me suis? Oui. Tu sais de quel livre je parle? Donc, sinon, l'épisode que je te racontais, je voulais quand même te dire que la dernière observation que j'ai faite de l'objet, était rougeoyant, tu vois, rouge feu, du rouge, du métal ardent, métal en fusion. Ok. C'est pas du tout la pièce jaune que j'ai mentionnée, tu vois. Donc ça m'a beaucoup impressionné parce que c'était grand, hein, l'équivalent de 10 mètres, tu vois. 10 mètres de diamètre. OK. Voilà, c'est tout. Alors rouge ardent, rouge en fusion, tu vois, du métal en fusion. Et ça a disparu comment, non? Tu me dis, c'est-tu derrière une série? Comment? C'est la façon que ça avait disparu, c'était parce que les arbres te cachaient, dans le fond? Non, il s'est également résorbé sur lui-même, rétracté sur lui-même. Comme au phénomène dans le ciel, donc à l'horizon, là, il s'est rétracté sur lui-même au bout de... moi, je l'ai vu, je l'ai regardé environ 30 secondes, puis il s'est rétracté sur lui-même, et il a disparu derrière ce rideau d'arbres, et là, effectivement, comme c'est plus qu'un point, je l'ai vu peu, quoi. Je l'ai vu un petit peu, mais moins bien que je le voyais à l'horizon. Okay. Et quand il a disparu, est-ce qu'il a fait
ça a juste comme diminué en grosseur pour disparaître totalement ou quoi? Exactement, oui. Il se résorbe sur lui-même et devient comme un point lumineux, c'est tout. Bon, j'ai une question du public de Gracielle, je salue d'ailleurs, c'est elle qui était avec nous la semaine dernière. Elle demande, bonjour, elle dit bonjour à vous tous. Est-ce que M. Librero a fait des rêves en relation avec ce qu'il a vu par la suite? Non, pas du tout. Ça m'a beaucoup habité quand même. Ça m'a marqué parce que le lendemain, je faisais une conférence sur ces sujets-là. C'était la première fois que j'avais ces observations. Et puis je savais en plus que dans cette maison, il y a des observations régulières à l'horizon, dans ce secteur-là. OK. Donc, pas de rêve récurrent, pas de rien de tout ça après avoir vu ça, là, je veux dire... Non, pas du tout de rêve récurrent, non, jamais, non. Okay. Non, j'ai pas de rêve sur ces sujets-là. Pas de rêve conscient, en tout cas. OK. Par contre, la personne qui a vécu ces choses m'a fait des témoignages auxquels j'ai beaucoup pensé. C'est pas des rêves, mais il a eu lui-même la personne chez qui j'étais en domicile, qui donc en vérité a arrêté l'alcool suite à une observation. Oh. C'est très très saisissant parce que je le connais personnellement, donc je sais que c'était un grand buveur d'alcool, hein. Ben, c'est pas la première fois que j'entends ça. Moi non plus. C'est pas la première fois où ce que je vois des témoins avoir un changement radical sur leur façon de vivre. Sans nommer le nom de personne, j'ai même vu des gens en changer de sexe, carrément. Leur personnalité a totalement changé suite au phénomène qu'ils ont vécu. Bien, ça, ou en fait, ben, tu sais, comme même, parce que les gens ont tout de suite le défaut de dire, ben, lâche la drogue. Ça ne veut pas dire que tu t'es drogué, que tu as vu de quoi. Ça se peut que tu aies été en... Petite parenthèse en parlant de drogue, à partir du sucre enrichi, on est en train de parler de drogue, comme la caféine, le thé et compagnie. Ben oui, là, je suis accro au café, moi. Fait et puis les médicaments, hein, les somnifères, les anxiolytiques qui sont bien plus toxiques que peut-être le cannabis. Oui, exact. C'est un débat sans fin. Hein. Ouais, non, mais le café, excusez, pardon, c'est une graine. C'est naturel. C'est juste qu'à un moment donné, ça tape ses nerfs à longue. Là. J'ai le cœur qui palpite si j'en prends 15, mais c'est pas le cas. Ça fait des années que j'ai pas pris 15 cafés en ligne. Là. Et qui prend ça de toute façon? Ouais, c'est juste pour mentionner qu'au bout de la ligne, c'est un panier comme ufologie où ce qu'on peut embarquer plein de choses dedans, mais il faut les décortiquer. Oui, c'est ça. Oui. Vous voulez que je vous raconte rapidement ce que m'a dit Michel? Oui, je vous écoute. Oui, donc il était avec des amis et il buvait de l'alcool. C'était en été, ils étaient dans un jardin également, mais entre hommes, hein, il y avait des buveurs. Enfin, en tout cas, il n'y avait pas de femmes avec eux. Mais et alors, pris par l'alcool, ils ont parlé un peu de ces sujets. Et Michel, il a apostrophé le ciel à propos de ces sujets-là. Et s'ils nous veulent du bien, ils ont qu'à intervenir. C'est affreux. Il les a un peu injuriés en s'adressant au ciel. Et s'ils nous servent à rien, ben, qu'ils fichent le camp et qu'ils arrêtent de nous. Voilà, c'est une plaisanterie entre buveurs, hein. Effectivement. Et croyez-le ou non, je n'étais pas témoin. Hein, c'est ce qu'il m'a raconté Michel. Ben, un objet s'est présenté. Okay. Un objet est apparu dans le ciel, devant eux. Il a fait quelques cercles. Et et puis il est reparti. Et à ce moment-là, j'étais un peu interloqué. Et puis il y avait une bouteille et il se servait une nouvelle bouteille. Et Michel a goûté cette bouteille, c'était un vin, et il dit à la personne, mais dis-moi, là c'est un muscat, c'est un vin doux que tu nous as servi là. Elle est magnifique cette bouteille. Hein, il faut que tu me dises que tu as trouvé. Il dit non, mais c'est la bouteille qu'on a bu tout à l'heure, c'est la même que ce qu'on a bu avant. Non, c'est pas la même. Attends, regarde ça. Alors il goûte la bouteille, effectivement, c'était comme un muscat, vous voyez. Okay. C'est-à-dire un vin doux, un vin sucré. Okay. Mais extrêmement délicieux, enfin très agréable pour eux. Et à ce moment-là, Michel a compris quelque chose. Il a compris que c'était un piège que lui tendaient les entités qui avaient, etc.
Oui. Dans l'hypothèse où l'objet était habité par des êtres vivants, l'hypothèse c'était effectivement un objet extraterrestre, ou en tout cas des êtres conscients, et qui voulait finalement le piéger dans l'alcoolisme. Oui. Ils me mettent une nouvelle boisson tellement délicieuse que je vais toujours la rechercher et je me sortirai jamais de l'alcool, et c'est un piège. Ils ont voulu me punir parce que je leur ai manqué de respect. Et c'est un piège vachement, une punition très très vicieuse. Mais Je ne dois pas tomber là-dedans. Et il a décidé à ce moment-là de plus toucher une goutte d'alcool, et je vous assure que je le connais, et il ne touche pas une goutte d'alcool. Oui. C'est un grand buveur. Ouais, ben imagine. Donc voilà, après, on peut interpréter quand même, mais c'est ce qu'il m'a raconté, puis ce sont aussi des choses dont je peux témoigner. C'est parce que c'est la peur que le gars a dû avoir aussi en se disant, tabarouette, il faut que je lâche la boisson, là. Ben, bien des fois, quand on voit plus grand que soi, on réalise à quel point notre chemin n'est pas toujours le meilleur de tous. Effectivement. Mais c'est agréable à entendre, par contre, que parce que c'est mon opinion par rapport au phénomène ufologique. Tu sais, sont pas là pour faire un dévoilement nécessairement planétaire. Hey, on est là, on arrive, on est les extraterrestres. Sont plutôt là du cas par cas. Il y a des gens qui sont prêts à évoluer. Il y en a d'autres que non. C'est pas plus mal. Mais pour ceux qui sont prêts, peu importe le chemin dans lequel ils sont, ben ils vont commencer à les voir tout simplement. Ils vont commencer à se présenter. Puis c'est pas juste au niveau ufologique. Je pense que c'est les phénomènes de façon générale, quand les gens sont prêts à voir et comprendre qu'ils ont cette ouverture d'esprit-là, le phénomène va se présenter tout simplement à eux. OK. Mais tu sais, dans le fond, Ouf, des fois, ça. Non, oui, c'est vrai, comme tu disais tantôt, ça change une vie, mais que tu sois en état. OK, peut-être que si tu es en état alcoolisé fortement avancé, ce que tu tiens plus debout, que les murs bougent seuls, là, ça, c'est une autre affaire. Et quand tu vois ton tapis de proche, ça, c'est vraiment un petit peu exagéré, là, comme consommation, je veux dire. Mais là, à ce moment-là, si tu peux voir de quoi, oui, ça peut être altéré un peu. Parce que tu es capable de voir ton mur bouger, mais dans le fond, il ne bouge pas. C'est ta perception qui fait que tu le vois bouger, mais en fait, il ne bouge pas. Ça, je comprends ce côté-là de dire, ben là, lâche la boisson, lâche la drogue, mais quand même, mettons, quelqu'un va fumer un joint de pote, ou ben non, un petit verre de vin, ça ne fait pas de toi de quelqu'un qui voit toute la perception ne devient pas changer spontanément si tu n'en abuses pas. Fait que les gens vont tout de suite mettre ça sur la faute de lâche, ça. Tu sais, c'est... Ben, comme je disais, on a déjà dit dans des émissions précédentes, l'être humain, à la base, est très, très lâche. Et de trouver une réponse à une question, surtout sur des phénomènes comme ça, dès qu'il est en mesure de trouver une réponse rationnelle qui le rassure, il va la prendre comme étant la vérité. Mais bien des fois, c'est très loin de la vérité. C'est ça. Mais ça me fait rire quand même quand je vois ces commentaires-là. Quand quelqu'un marque hey, regarde, on poste une photo. En passant, j'ai posté la photo de ce que j'ai reçu cette semaine comme cas sur la page de Zone Parallèle. On voit clairement les sphères. OK, la qualité photo n'est pas nécessairement bonne, mais j'ai la vidéo de ça. C'est ça, c'est une photo qui est retirée qui a été prise en capture du vidéo. Celle-là, je ne sais pas si c'est la photo elle avait pris des photos et vidéos, je crois, mais je ne suis pas certaine. Mais elle m'a envoyé cette photo-là, mais j'ai vu la vidéo qui est un peu plus claire que la photo en question. Il y a moins de grésilles dedans, là. Mais je l'ai mis sur Zone Parallèle tantôt avec le titre Appel à témoins, ceux qui ont vu ou qui peuvent voir. Donc, les gens de Port-Neuf, c'est-à-dire, je répète, Port-Neuf, Cap-Santé, Lobinière, Sainte-Croix, les gens de ces alentours-là, parce que c'est vers la pointe Platon à Sainte-Croix que ça a encore été vu, ce genre de phénomène-là. Sainte-Croix, bon. À Sainte-Croix, Québec. Je viendrai un de ces jours, hein, je vérifierai tout ça. Je t'invite. Faut venir nous voir à Québec, là. Ben oui, puis je vais te faire une visite guidée. Ça fait bien longtemps, hein, ça fait bien longtemps. Ben c'est ça, puis il y en a beaucoup de phénomènes dans le lieu où est-ce que je parle. Plusieurs fois, hein, j'ai été invité par Jason Quitt, même par Marc Vallée, par plusieurs personnes, hein. J'ai bien l'intention. Mais faites-nous signe quand vous allez venir à Québec. On va vous organiser quelque chose. C'est sûr qu'on est en mesure de vous préparer un souper ufologique pour que vous veniez parler aux personnes qui nous suivent, aux personnes qui nous écoutent. Là, ça va leur faire très plaisir de vous voir personnellement. Et même en radio, oui. À la station même, à la radio, ça serait quand même aussi intéressant. Bien sûr, oui, bien volontiers. Bien sûr. Ben alors, l'appel est lancé.
Là, j'aimerais qu'on parle aussi vite fait, à moins que parce que là, on a peut-être un petit peu décalé les horaires des pauses publicitaires. Fait que pour, mettons, 10 minutes, on va encore t'offrir peut-être un 5 à 10 minutes, mais j'aimerais qu'on parle, Jean, de ton livre, le livre de R.D. Six-Killer-Clark, qui est Rencontre avec le peuple des étoiles, parce que ça me parle beaucoup, ça, ce genre de livre-là. Et j'aimerais que tu m'en parles un peu en gros pour faire l'ouverture, en gros, l'ensemble de ce livre-là. De quoi ça parle? Oui. R.D. Six-Killer est une femme amérindienne. Elle était donnée des cours à l'université d'État du Montana. Mm-hmm. Et elle a voyagé beaucoup dans les réserves, mais pas simplement au Montana, partout aux États-Unis, parce qu'elle était chargée de mettre en place des programmes de formation, de retour à la formation, entre autres pour des Amérindiens, mais pour des personnes en rupture de banc, personnes déscolarisées, désocialisées. Et donc, elle a eu l'occasion de voyager beaucoup dans les réserves pour proposer des programmes de réinsertion, de formation générale, de formation professionnelle à des gens de tous âges. Donc, elle a été confrontée à ce phénomène. Enfin, le phénomène pour elle s'est présenté sous la forme de ce que les Amérindiens appellent les Star People. Mm-hmm. Star People, le peuple des étoiles, oui. Oui, le peuple des étoiles, donc, ce qui apparemment est une tradition, une connaissance ancestrale, une tradition ancestrale, pas simplement chez les Sioux, mais chez beaucoup de peuples amérindiens, comme quoi il existe une culture stellaire, une population stellaire, des êtres stellaires qui auraient toujours été en contact avec les Amérindiens ou certains peuples amérindiens. Je suis presque prêt à m'avancer. Ils appellent aussi ancestors, ils appellent carrément ancestors, les ancêtres. Je suis presque prêt à m'avancer que c'est planétaire. Quasiment beaucoup de civilisations à travers la planète les appellent comme ça. Exactement. C'est pas juste les Autochtones, c'est vraiment partout sur la planète qu'on les mentionne sous différents noms. Ben, dans le sens comme de partir des Mayas aussi, dans ces coins-là aussi, ça parle comme ça. Bien sûr, c'était étudié, entre autres par Eric Van Daniken, mais plein d'autres. C'est clair, pas sur tous les continents. On peut s'interroger sur la culture des Dogons aussi. Aussi. Connaissance des Dogons. Les Dogons en plus. Extraordinaires, qui sont stupéfiantes. Oui, parce que eux, justement, le peuple avec des Dogons qui disaient que en fait, ils venaient de Sirius B, je pense. Me semble que c'est ça, Steve, c'est les Dogons. Oui. Sirius B, me semble, mais je pense que je sais qu'ils ont dévoilé quelque chose que les astronomes n'avaient aucune connaissance. Ils disaient que c'était une petite planète à côté de telle planète, puis ça s'est avéré que, voyons, on connaît pas ça. Ils ont fait, les astronomes, des recherches et ils ont vu que cette planète-là existait vraiment, mais comment est-ce qu'il a fait pour le savoir? Le gars, c'est un simple terrien qui dit ça, là, qui dit... Comment tu peux savoir qu'il y avait une autre planète à côté? Mais ça aussi, c'est intéressant comme phénomène. Oui, je te laisse aller continuer. Les Dogons ont fait, dans leur mythologie, c'était, je crois, un renard qui court après un autre animal. C'est pas le renard et la tortue, mais le lièvre et la tortue, mais c'est un renard qui court après, je sais plus quelle proie. Ils tournent en rond constamment. Ce sont des personnages mythologiques. Ce sont des personnages mythologiques importants. Et c'est lié au mythe de l'origine, évidemment. Et en vérité, quand les astronomes... il y a cet aspect, plus d'autres, etc. Et c'est lié à la planète Sirius, à l'étoile Sirius. Et les astronomes ont découvert, mais je crois c'est bien longtemps après que les mythologies Dogon ont été étudiées par Marcel Griol, le fameux Marcel Griol, l'anthropologue français, ethnologue français. On a découvert que Sirius est une planète double, une étoile double, comme beaucoup d'étoiles en fait. Je crois que les astronomes pensent maintenant que presque la moitié des étoiles sont des étoiles doubles en fait. Même notre système solaire, on aurait ça serait un système solaire binaire, on aurait 2 soleils. Oui. Ce qui est l'îlot. Oui, j'ai entendu ça, oui, je sais. Il y a une belle chanson de Soundgarden qui en parle, de Black Hole Sun. Ah, mon Dieu. Oui. Le soleil noir. L'autre étoile qui est invisible, Black Sun, oui. Exact.
Une luminosité qui est faible et donc on... si j'ai bien compris, ça prend le spectre infrarouge pour être en mesure de la déceler. Et voilà, c'est ça. Dans l'infrarouge, on ne le perçoit pas à l'œil nu. Exact. Oui. Et donc, en fait, Sirius, c'est une étoile double, mais en vérité, ce sont 3 étoiles, parce que la deuxième, qui est en gravitation autour de la plus grande, est elle-même un satellite qui tourne, une étoile satellite qui tourne autour de la deuxième. Donc c'est énorme, ce sont 3 étoiles. Et à l'œil nu, on ne perçoit pas ça. Non. Mais la mythologie d'Ogon reflète cette connaissance. C'est vraiment hallucinant. C'est comme au niveau des écrits avec de ce que Zacharias Sitchin a pu décrypter. Notre système solaire est décrit à l'envers, c'est-à-dire de l'extérieur vers l'intérieur, vers le Soleil. Puis même à cette époque-là, dans l'ordre que les planètes ont été mentionnées, on n'a jamais fait ça, nous, de notre côté. Il y a même des planètes qui ont été mentionnées qu'on n'a même pas découvertes encore. En tout cas, à cette époque-là, c'était ça. Et puis, mais de pouvoir décrire de l'extérieur vers l'intérieur, vers le Soleil, il y a pas d'autre façon que ça soit vraiment des gens d'ailleurs là, qui ont pu le faire. Là, parce que nous-mêmes, même ces informations-là ont été découvertes dans des cavernes en Afrique de certaines tribus que sont dans des cavernes. Comment qu'ils auraient pu avoir cette information-là? Mais par contre, le dessin est quand même là dans la caverne où ce que le système solaire est décrit en entier, là, avec toutes ces planètes. Oui. Bien sûr. Donc, énorme. Là, ce qu'on va faire, en fin de compte, on va faire la pause tout de suite parce que là, on va peut-être rattraper notre temps perdu de tantôt. Alors, ne bougez pas. Reste là, Jean. On revient tout de suite après. On est de retour en studio. Steve, tu voulais dire quelque chose tantôt avant. Oui, mais dans le fond, c'est une question de... Me concentrer sur les sujets, j'ai besoin de me concentrer. Tu crois que la publicité, c'est bien pour la concentration? J'ai une question d'un auditeur pour M. Libéraux. J'ai M. Mathieu Tapin, qu'on a déjà reçu à l'émission aussi. J'ai entendu souvent parler sur les abductés qui seraient choisis à la naissance. Selon son expérience, M. Libéraux, serait-il possible que ce soit juste ou simplement une théorie? Je sais peut-être un peu farfelu comme question, mais je me la pose. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, M. Libéraux? Est-ce que c'est comme dit M. Tapin... Est-ce que est-ce qu'ils sont choisis de naissance? Les personnes sont abductées, est-ce qu'ils sont choisis déjà? C'est ça, en gros, la question. C'est ça? Oui, j'ai compris. Je sais pas si... est-ce que tu es d'accord avec ça, Jean? Écoutez, Carole, et cher monsieur, je vais vous donner ma réflexion là-dessus. Comme je disais, Carole me demande, est-ce que tu te considères comme un ufologue? Non, non, je me considère pas comme un ufologue. Simplement, je lis, j'essaie de comme nous tous, j'essaie de réfléchir sur ces sujets. Comme Steve, Carole, on a tous chacun un parcours personnel, des points de vue personnels. Après, le débat se nourrit. Comment dire? Qu'est-ce que je peux vous dire quand même? C'est que moi, mes références, cher monsieur Carole, c'est Bud Hopkins et c'est David Jacobs. Ce sont les chercheurs qui ont nourri ma réflexion, si on peut dire, sur le phénomène des abductions. Alors aujourd'hui, je parlais avec un directeur de radio français assez connu, qui s'appelle Silvano Trotta. OK. Que je connais très bien. Et il me dit que pour lui, l'auteur de référence est Corrado Malanga. Et Corrado Malanga a fait un travail qui est respecté, qui est respectable, qui s'appelle les ovnis de l'esprit, dans lequel finalement on ne sait plus forcément très concrètement si les ovnis et les personnes qui pratiquent les enlèvements sont des entités véritablement de notre troisième dimension, de dimension supérieure, ils sont simplement des phénomènes psychiques inventés par notre psyché, notre subconscient. Bon, et tout ça est légitime, ce sont des réflexions, ce sont des théories.
Pour ma part, j'ai lu Bud Hopkins, Missing Time, j'ai lu Secret Life de David Jacobs. Alors Missing Time, le livre de Bud Hopkins, vous le trouvez, il a été traduit en français en 1995. Je peux plus vous dire le titre, mais si vous avez Bud Hopkins sur Amazon.fr, ben vous pouvez le trouver d'occasion ou sur eBay, vous voyez. Je suis déjà lancé sur la recherche pour trouver le lien pour les auditeurs. Ça paraît, tu pèses fort sur le piton, on entend vraiment quand tu pèses sur ton clavier. Oui, on entend vraiment le travail en direct de Steve. Oui, OK, continue, Jean. Donc, Secret Life a été traduit sous la direction de Secret Life de David Jacobs, a été traduit sous la direction de Jimmy Lieu, également dans les années 1995. Donc c'est pour vous dire que ces ouvrages sont des ouvrages fondamentaux. Jacobs et Bud Hopkins sont les pionniers, sont parmi les pionniers, parce qu'il y en a d'autres comme Leo Sprinkle et Don Dondery. Mais enfin, ce sont les principaux qui ont travaillé depuis le milieu des années 70. Bud Hopkins a commencé à travailler sur les abductions à partir de 1976. Vous voyez? OK, oui. Donc, nous sommes en 2016. Donc, quand nous avons des théories nouvelles sur les abductions, tout ça est légitime. Mais on ne peut pas inventer le phénomène des abductions sans prendre en compte le travail des pionniers. On peut dire, je ne suis pas d'accord avec Bud Hopkins, mais d'abord, confrontez-vous au travail de Bud Hopkins. Ayons tous l'honnêteté de nous confronter au travail de gens qui ont travaillé 30 et 40 ans avant tout le monde. Donc le pionnier des études des abductions, Carole, qu'on le veuille ou non, qu'on ait telle ou telle opinion sur les abductions, les pionniers sont les pionniers. Et ils peuvent se tromper. Un pionnier n'est pas forcément quelqu'un qui a toute la vérité, ou peut-être même qui n'aura peut-être pas de vérité du tout, qui s'est peut-être totalement trompé. Mais néanmoins, le minimum de respect qu'on doit avoir dans la recherche d'un thème, c'est de se confronter aux gens qui ont commencé les recherches et à voir s'il y a quelque chose à retirer de leur travail et qu'est-ce qu'on peut développer ou qu'est-ce qu'on peut modifier. En tout cas, Bud Hopkins a commencé dès 1975, milieu des années 70. David Jacobs a commencé à partir de 1982 le travail sur les abductions. Il s'intéressait à l'ufologie. Il a écrit un livre majeur dans les années 70 qui est cité par Richard Dolan dans certaines de ses conférences, dans ses émissions radio. Mm-hmm. Mais il dit que d'ailleurs le livre de David Jacobs était longtemps une référence parmi les auteurs. Celui qui précède ses études sur les abductions, c'est précise. Mais en tout cas, Secret Life date de 1986. Et il a été traduit en 1995. Et ces livres-là sont largement, non pas méconnus, mais disons ignorés du milieu ufologique, Carole. Mm-hmm. Que ce soit en France et peut-être au Québec. Et donc tout ça montre la pauvreté, l'indigence terrible du milieu ufologique. Okay. Entre autres, pour ce qui est des recherches et des abductions. C'est-à-dire que les ouvrages majeurs de référence sont ignorés du public et même des soi-disant chercheurs, des soi-disant auteurs qui écrivent ou qui font des travaux sur tel ou tel sujet. Si l'on parle des abductions, on a le devoir, a priori, de connaître Missing Time et de connaître Secret Life. D'autant plus que ces deux livres ont été traduits en français. Bon, je ferme la parenthèse, parce que des livres de Bud Hopkins, il y en a trois. Il y a Witness et il y a Intruders. Intruders et Witness qui sont très importants, dans lesquels ils étudient effectivement des cas majeurs. Le cas de Linda Cortil, le cas qui s'est passé à Brooklyn Bridge, qui est le sujet de Witness, etc. Et grâce par le travail de Hopkins et de David Jacobs, parce que on va finalement dans le même sens, on se rend compte que l'abduction, l'enlèvement, pour autant que ce soit un phénomène réel, parce qu'il y a encore une fois des chercheurs qui considèrent que non, c'est totalement psychique, la personne imagine des choses, mais pour autant que c'est un phénomène réel, en vérité, la personne est suivie depuis son enfance, toute sa vie. Ce qui veut dire que quand David Jacobs m'a parlé, parce que j'ai parlé très souvent à David Jacobs sur Skype, parce que j'ai traduit son livre et puis j'ai continué jusqu'à présent la communication avec lui, il me dit que, étant donné que la personne a été enlevée depuis son enfance, son adolescence, si on étudie un épisode d'abduction qui s'est passé à l'âge de 40 ans,
eh bien, on doit le resituer dans une série d'épisodes d'abduction. Et pour situer cet épisode et voir le faire ressurgir dans l'hypnose et le faire ressurgir à la mémoire conscience, etc., ça se fait pas en une seule séance. Et d'autant que cet épisode n'est qu'un épisode dans une série. Donc pour comprendre cet épisode d'abduction, il faut comprendre le série du traitement qui a été infligé et imposé à la personne dans la série d'épisodes d'abduction. Car tout ça est rationalisé. Tout ça est méthodique ou rationnel, si l'on peut dire, de la part des abducteurs. Ouais. Donc c'est un énorme travail, et ce sont des dizaines de séances, m'explique Jacob, qui sont nécessaires pour faire affleurer l'expérience d'une personne abductée, et non pas l'épisode lui-même qui s'est passé il y a 3 mois, ou il y a 2 semaines, ou il y a 9 mois, mais l'ensemble des épisodes de son parcours de vie. Et donc, effectivement, selon les travaux de Hopkins et de Jacob, je pense que c'est le cas pour John Mack, même si je ne me développerai pas parce que John Mack est parti dans des directions que Jacob lui-même considère équivoques. Okay. Il m'a même dit que John Mack ne maîtrisait pas du tout les véritables techniques de séance d'hypnose, tout en étant psychiatre à Harvard. Il n'a jamais voulu consulter, d'ailleurs, écouter les conseils, les recommandations des pionniers qui étaient Hopkins et Jacobs. Donc, encore une fois, là, nous sommes confrontés à l'arrogance de certains scientifiques. Okay. Là, ce que je vous dis là, personne ne l'a jamais dit, parce que en France, on pratique une sorte de culte de John Mack, parce que ces livres ont été, par contre, largement traduits. Exactement. On peut se demander pourquoi les livres de Jacobs et de Bud Hopkins n'ont pas été largement traduits en France, et pourquoi on fait un pont ouvert à John Mack. Ces 2 ouvrages majeurs ont été publiés récemment par les éditions Derby. Et pourquoi les chercheurs majeurs, pionniers, n'ont pas du tout eu ce traitement. Ben, John Mack était un professionnel psychiatre professionnel. C'est à travers son travail qu'il il s'est rendu compte que, attends un peu, là, on dévoile qu'il y a quelque chose d'autre que... Et plus ça allait, plus qu'il ramassait des cas d'abduction dans ses affaires, avec ses témoignages, ses clients qu'il traitait, en fait. Mais en fait, l'autre personnage que tu nommes, est-ce qu'il est aussi, je suis pas certaine de son métier de base, par contre? Bud, tu parles? Oui. C'est ça? C'est quoi son métier de base? On va laisser Carole. Parce que là, je vous ai donné des indications de réflexion. Soit vous comprenez ce que je vous dis, soit vous ne comprenez pas. Mais je ne vais pas développer plus. Ça nous prendrait alors là toute la soirée. Non, c'est sûr. Il ne s'agit pas ici de la profession de base de Bud Hopkins. Mais c'est parce que c'est... Nous sommes totalement dans l'erreur. Là, le débat est complètement faussé. Non, mais ça nous permet de savoir un petit peu qu'est-ce qui l'a emmené de ce côté-là de ufologique. Tu sais, moi, je travaille en télécommunication informatique. Je m'intéresse aux fréquences, à l'intelligence artificielle. Si j'aurais pas fait ça comme métier, je serais pas aujourd'hui en train de parler au micro d'ufologie, de paranormal et de toutes ces choses-là. Donc, le métier a une incidence aussi sur la façon qu'on voit les choses et comment qu'on les interprète. C'est ça. Bud Hopkins, je ne sais pas si lui, c'est seulement que son vécu qui a fait en sorte... Écoutez, Carole, vous ne connaissez pas Bud Hopkins, tout simplement, dites-le. C'est de ça qu'il s'agit et je ne veux pas être... non, je sais qui est Bud Hopkins. Respectueux, je vous dis les choses telles qu'elles sont. Non, je sais qui est Bud Hopkins. Et justement, d'ailleurs, Steve a mis un lien je crois. Un peu, Steve, j'ai vu quoi? Oui, c'est déjà fait pour Johnny Mack, Bud Hopkins. J'ai Don Undery aussi qui a été mentionné, qui est déjà en lien aussi sur les posts. C'est ça. Mais il parle, lui, là-dedans. Je sais que selon parce que tu as mis un lien, en fait, de Wikipédia. Oui, exact, pour savoir qui est le personnage. C'est ça. Je voulais savoir, il est ufologue, mais qu'est-ce qui l'a emmené à ça? C'est ça que j'aurais aimé savoir, parce que ça, je le sais pas. Honnêtement, je sais pas qu'est-ce qui l'a amené à faire de l'ufologie. Je sais pas s'il en parle dans ses livres. C'est ça que je ne connais pas. Je sais aussi qu'il est un peintre sculpteur qui fait des figures avec Alien Abduction Phenomena, comme qu'il dit. Ça a le rapport, c'est relié à l'ufologie, mais est-ce que c'est seulement que son vécu qui l'a amené et ses expériences,
ou il y a une autre chose qui fait que ça lui a apporté... C'est ça que je connais pas de lui, par exemple. Oui, d'accord, Carole. Cette réponse-là, je ne l'ai pas. Je ne sais pas comment Bud Hopkins s'est orienté, à quel âge, quelles conditions, tout en ayant lui-même une carrière d'artiste tout à fait à succès. Hein. C'est un artiste, il était enseignant aussi, vraiment beau succès d'artiste, hein, parce que c'est pas évident de faire une carrière d'artiste. Hein. Ben non, c'est sûr. Non figuratif, même en Amérique. Donc il avait une situation tout à fait confortable. Réussite à tout point de vue, et pour s'intéresser à un sujet qui ne pouvait qu'à lui attirer des soucis, parce que peut-être un discrédit ou perturber sa carrière également. Hein. Il faut prendre en considération toutes ces choses. Exactement. Tout comme John Mack, qui a été discrédité, il a été ridiculisé lui aussi, puis il s'est fait comme vraiment par ses pairs, ceux qui sont les scientifiques comme lui, puis c'est en psychiatrie ou psychologue ou peu importe, ils ont lancé des roches, pauvre gars, parce que il s'est mis à parler de trucs que personne n'ose faire. Puis ça, je pense que ça a toujours été. C'est ça qui est plate. On se fait traiter de fou quand on raconte des trucs qui nous arrivent, que c'est hors du commun, qui c'est pas nécessairement arrivé à tout le monde. Puis il y en a qui ont tellement besoin de... montre-moi des preuves. Ça, là, comment tu peux prouver que quelqu'un a eu un contact? Tu sais, tu prends pas le temps de sortir souvent de fois... ton appareil photo, et ceux qui sont abductés, ils n'arrivent pas dans les soucoupes volantes avec le cellulaire. Hey, on va se faire un selfie parce que le monde ne me créera pas. Tu sais, ça marche pas de même. Peut-être qu'un jour, qu'il va y avoir un live sur Facebook à partir d'une soucoupe volante. On ne sait jamais. Ça serait le fun. Avec un Huawei. Oui, c'est ça. Grâce à la technologie 5G, on va être en mesure de faire des lives là, sur Facebook à partir d'une soucoupe volante, peu importe où on se trouve dans l'univers. Là. De faire un Skype meeting. Effectivement. Bon. Mais plus sérieusement ou simplement, Carole, hein, ce que je vous dis simplement, c'est qu'il faut lire Bud Hopkins, il faut lire Missing Time, qui est traduit en français. Oui. Ensuite, il y a Intruders et Witness. Et ces livres mettent en évidence, effectivement, que les abductés sont suivis depuis toute leur vie, depuis l'enfance. Vous avez le livre de Carla Turner aussi, qui décrivent ces aspects-là. Carla Turner. Carla Turner, et vous avez 2 livres de Carla Turner. OK. Et puis, David Jacob, Secret Life, qui était traduit en français, très très important. Mais il n'a pas été réédité depuis 1995. Oh. J'aimerais bien pouvoir entendre avec Jacobs et puis son éditeur d'origine, ou l'éditeur français qui a eu les droits en 1995, pour rééditer, parce que c'est tout à fait majeur. De même que rééditer la traduction de Missing Time. Ensuite, David Jacobs a écrit The Threat en 1998. OK. Threat, la menace. Oh. Et là, on entre dans un aspect beaucoup plus sombre du phénomène. Et je pense que c'est bien l'une des raisons pour lesquelles ce livre n'a jamais été traduit en France. Parce que, finalement, il y a un conservatisme très, je dirais, féroce et très frileux. Et très méthodique surtout. Tout cela est concerté. Il ne faut pas croire que les éditeurs font totalement ce qu'ils veulent. Non, absolument pas. Ils sont soumis à des pressions, etc. Ils sont soutenus par les médias ou dissuadés. Les médias sont également d'une partie largement influencés, même les médias qu'on dit alternatifs ou autres. Toutes ces choses-là sont très, très complexes, très obscures, disons. Mais en tout cas, le Threat présente des nouveaux enjeux concernant l'ufologie, concernant effectivement les abductions, que je ne développerai pas ici. Mais quoi qu'il en soit, le phénomène de l'abduction, qui est un phénomène qui prend toute la vie des personnes, ça a été mis en évidence. Ouais, je pense que John Mack l'a identifié aussi. Mm-hmm. En tout cas, voilà, il faut prendre en compte ces recherches. Et donc, pour répondre à la réponse à la question du monsieur, eh bien, moi, je n'ai pas de réponse là-dessus. Que je sache moi-même, je suis pas abducté. J'ai connu quand même quelques personnes abductées. J'en connais, je crois, hein, parce que qui m'ont fait part de leur expérience en partie.
Mais en tout cas, il est fort possible, fort probable, je dirais, que les personnes soient identifiées à un très jeune âge. Alors comment, pourquoi, qu'est-ce que ça signifie? Eh ben, je pense pas que Steve, ni Carole, ni moi n'avons des éléments pour donner des réponses cohérentes à ces questions. On a plusieurs théories ou spéculations seulement. On n'a pas de certitude. C'est comme dans les cas ufologiques dans lesquels on va faire des enquêtes. Même si on réussit à avoir 80-90% de preuves et d'informations, tant que c'est pas un 100%, ça reste ambigu. C'est un phénomène probable, mais tant qu'il n'y aura pas de certitude, tant qu'il n'y aura pas de vaisseau qui va atterrir avec un extraterrestre qui va sortir de là, puis ils vont nous dire « Hey, je m'appelle un tel, je viens de telle planète », mais on n'aura jamais la certitude réelle. C'est pour ça qu'on est encore en enquête et en recherche. Exactement. C'est ça c'est pas évident, là. On a beau discuter du phénomène, mais beaucoup de théories planent au-dessus de tout ça, dans le fond. Puis on peut pas être spécialiste parce qu'on entend 2-3 cas d'abduction. On devient pas spécialiste avec ça. On le devient quand on a une centaine de plus. Et plus, je dirais. Oui, on n'est pas... Je pense que... Oui, c'est un mot, vraiment. C'est un mot qui dit tout et rien. J'ai parlé avec Kathleen Turner, pas Kathleen Turner, Carla Turner, mais j'ai parlé avec Kathleen Marden récemment. Et c'est un petit peu... Kathleen Marden est une Américaine. Okay. Elle a écrit 4 livres sur les abductions. Ah, wow! Oui, Kathleen Marden. Elle est la nièce de Betty Hill. OK! Ça me disait quelque chose aussi. Mais, OK. Oui, fameuse Betty Hill. Oui. C'est l'un des plus fameux cas de supposé présumé d'enlèvement. Betty et Barney Hill en 1965 dans le New Hampshire, pas loin de la frontière avec le Canada. Oui, c'est ça, New Hampshire, c'est effectivement. Mais tu dis qu'elle a écrit 4 livres, donc est-ce que ça serait possible d'en voir en français via Jean Librero? Écoute, Carole, en fait. J'ai eu l'honneur, parce qu'elle est responsable d'un programme d'études sur les abductions pour le MUFON United States. OK. MUFON États-Unis, le vrai organisme MUFON dont dépend... et elle est responsable d'un programme qui s'appelle ERT, qui s'appelle Experiencer Research Team, l'équipe de recherche sur les experiencers, c'est l'expression... scientifique que le MUFON donne aux contactés, aux abductés. Oui, mais ça, il n'y a pas grand monde ici au Québec qui fait ça. Il y a Jeannie Chariot qui a ce titre-là. Et elle est membre de cette équipe. Elle fait partie de ERT. Et yes. Donc, sous la direction de Kathleen Marden. Exactement. Oui, mais c'est Kathleen Marden qui me l'a dit, Et Jeannie Chariot, j'ai eu l'occasion d'échanger par mail avec elle. J'ai été très content, ça m'a fait très plaisir. On est un peu en contact. Voilà, dans la suite. Exact. Donc, Kathleen Marden a fait une séance d'hypnose avec Calvin Parker. OK. Calvin Parker, qui est l'un des sujets de l'enlèvement de Pascal Goulard en 1973. Ouais. Et il avait 19 ans, il n'a pas voulu s'exprimer pendant toute sa vie, jusqu'à l'âge de 62 ans, il n'a rien voulu parler de tout cela. Puis en 2016, il s'est mis à écrire un livre, en 2018, entre 2016 et 2018, et il a publié son livre en 2018, poussé par différentes personnes, et voilà, et Kathleen Marden a fait une séance d'hypnose avec lui en septembre 2019. OK. Qui prouve que le MUFON et l'organisme spécialisé MUFON prend au sérieux le cas Pascal Goulard et le cas Calvin Parker. Ben oui, c'est justement. Effectivement, on trouve beaucoup de choses dans la séance d'hypnose de Kathleen Marden. On trouve effectivement des éléments qui renvoient à l'enfance. C'est saisissant. Mais, c'est probable que ce garçon ait été suivi, observé, surveillé
depuis l'enfance, hein, qui a eu des expériences de contact rapproché dès sa petite enfance. Ben, Son frère. justement, il y a plusieurs de ces personnes qui sont abductées racontent ça aussi ou qui sentent ça. Et c'est, d'après moi, depuis l'enfance, justement, on dirait que l'effet de, regarde, je t'ai mis sur la terre, puis go, ici, on t'a checké, puis c'est comme je te mets une puce, ça, puis on va te suivre, puis on va revenir te voir dans quelques années. Puis effectivement, ces êtres-là reviennent quelques années plus tard. Juste à s'attarder au témoignage de Richard Glenn, lui, il mentionne que c'est depuis son enfance que c'est le phénomène fait partie de sa vie. C'est ça. C'est depuis petit cul, en fait. Depuis qu'ils ont son petit cul, l'expression petit, tout petit, en tout cas, bref. C'est vrai que... Mais non, je sais que les gens se posent la question beaucoup à savoir si, est-ce que c'est... La plupart vont se demander, est-ce que c'est parce que je suis d'origine amérindienne que je vois certaines affaires? Parce que celle-là aussi, je me la fais poser, cette question-là. C'est possible. Je vais vous répondre, c'est possible. Je n'ai pas la réponse à ça. Personne ne peut la donner non plus. Mais est-ce aussi parce que je suis un enfant des étoiles moi-même? C'est encore là, on va en recevoir des témoignages dans ces genres-là prochainement. D'ailleurs, d'ici la fin mars, on va avoir... Ah oui, les Amérindiens? Ça, on a eu la semaine dernière, il y a à peu près... mettons, depuis un mois, là, ça fait 2 fois qu'on reçoit des témoignages d'Amérindiens, puis ils ont une toute autre approche que nous de la vie, en fait, parce que les autres, c'est la nature. Et pour eux autres, c'est tout à fait normal que ces êtres-là soient là. Ils sont là pour protéger la planète, la Terre, en fait. Mais peut-être que c'est peut-être pour ça qu'on dit souvent aussi que la théorie qui disent qu'à un moment donné, ils vont faire surface, puis c'est parce qu'on est en train de la scraper, la planète. C'est pour ça qu'à un moment donné, ils vont tous revenir puis dire « Oh, t'es peu, là. Tu veux la scraper, moi, t'organiser le portrait, là. » Ouais, juste mentionner le nombre de fois qu'il y a eu des signalements ufologiques proches des bases militaires, des sites de lancement nucléaire. Ou dans les endroits, ben justement, les endroits nucléaires, où on dit qu'on voit souvent des observations au-dessus de ces lieux-là, les grosses cheminées, etc., qui dégagent, ou même au-dessus du phénomène naturel de volcans, qu'on dit que plusieurs ont vu des engins sortir des volcans durant une éruption. Tu sais, c'est encore là, il y a des phénomènes qu'on n'est pas certain encore. On peut pas mettre le doigt dessus à moins d'aller à certains endroits puis d'apporter des preuves parce que les gens demandent des preuves. C'est ça qui est étonnant. C'est ça. Tu évoques les Amérindiens, Carole. Donc, en vérité, tu me renvoies un peu au livre d'Ardis Skiller sur lequel tu allais m'interroger tout à l'heure. Oui, c'est ça. En plein ça. Oui. Mais effectivement, j'ai un témoignage, j'ai un récit qui concerne directement cette question des contacts rapprochés ou peut-être des abductions. Dans le livre, il y a un témoignage qui m'a beaucoup marqué, qui m'a beaucoup frappé. Si tu veux que je le rappelle. Ben, bien sûr. Oui. Ben, écoutez, Steve, si vous connaissez pas ce livre, Carole, est-ce que vous avez lu le livre vous-même? Rappelle-moi le titre. Rencontre avec le peuple des étoiles, oui. J'en ai entendu parler. J'ai fait des recherches sur Internet parce qu'on voit certains extraits et on a vu un genre de je sais que le MUFON en a largement, le MUFON Amérique, là, en ont parlé justement de ça. Puis j'ai vu des textes ici et là, mais pas le livre en tant que tel. Je ne l'ai pas lu. D'accord, ben écoutez, si vous le lisez, ben vous me direz ce que vous en pensez. Hein. Ça me fera plaisir de savoir. La liste de bouquins commence à être longue à lire. Pardon, Steve? Je disais, la liste de bouquins qu'on a à lire, elle commence à devenir longue. On a plusieurs œuvres à les lire, à les s'informer là-dessus. Mais c'est sur la pile et il va avoir son tour aussi. D'accord. Là, regardez, messieurs, il nous reste une dernière pause avant la fin de l'émission parce qu'il reste à peine une demi-heure avant que l'émission se termine. Oui, ben je vous raconterai l'histoire alors. Oui, en retour de pause, oui, j'aimerais bien. Oui. Alors, ne quittez pas, on vous revient tout de suite après. Je pense qu'on a mis une petite toune à la place de mettre l'intro de la musique. Pouvoir. Hein? Jean Librero, t'es toujours là?
Là, je vais faire une petite touche, justement, météo avant qu'on continue. Présentement, il fait moins 16 degrés ici au Québec. Ressenti moins 26. Vous avez les gants et tout ça, les bottes de fourrure. Oh oui. Hier, t'as pas vu la tempête qu'on a eue. Ça a été pelleté. On avait jusqu'en dessous des bras. Ça avait pas de bon sens. Là, présentement, il fait moins 16. Ressenti 26. Les vents sont à 22 km. C'est quand même pas si venteux que ça. C'est pas si pire. J'espère que dans le courant de la journée, ça va s'améliorer, là, mais côté chaleur. Mais au moins, on a le soleil. Demain, il va faire moins 12 degrés. Lundi, on va avoir une augmentation, une hausse. On va être à moins 3 degrés, mais avec 70 de probabilité d'averse de neige, mais pas énorme. Ça va être de 1 à 3 cm. Mardi, nous aurons du soleil avec passage nuageux, quelque peu avec une probabilité de 1 cm. En fait, le reste de la semaine, là, ça va être entre 1 et 5 cm, pas plus pour le reste de la semaine. Le pire va tomber jeudi. Pour le Québec, j'imagine. Et non, c'est ça, vive le Québec. Le pire, il va être jeudi et donc le retour du soleil aussi pour vendredi avec moins 11 degrés. Retour du soleil, mais samedi aussi, samedi prochain, on devrait être pas pire aussi avec moins 13. Et l'état des routes présentement, Steve, ça dit quoi? Donc, du côté des autoroutes, la 40, la 20, c'est presque partout pareil. C'est la chaussée est mouillée et dégagée. Et sinon, la visibilité est très, très bonne. Donc, c'est un petit peu glissant. Soyez prudents du côté de la 132, 138, même chose. Donc, dégagé et mouillé. Et visibilité très, très bonne. Donc, soyez quand même prudents. La glace noire, il y en a un petit peu partout quand même. Oui, c'est ça. Alors, pour continuer, pour terminer l'émission, parce qu'il reste peu de temps, Jean, j'aimerais ça que comme tu disais tantôt, j'aimerais que tu parles de ce que tu voulais nous parler, en fait. Oui. Je te laisse l'appareil, vas-y. Bon, oui, Carole, vous m'interrogez sur le livre d'Hardy Six Killer, sur les témoignages qui sont dans ce livre, et tout à l'heure on parlait un petit peu des cas d'abduction, hein, évidemment, qui est un sujet grave, hein, dans l'ufologie, hein, c'est clair, c'est évident, hein, après toutes les hypothèses et les types d'interprétations qui peuvent être données. Alors je voulais rapporter un récit qui est très beau, hein, dans le livre. Je vais essayer de le faire très très court parce que dans le livre c'est quand même un chapitre long. Alors c'est un homme qui est un musicien de country. C'est un Indien, un Sioux, qu'elle a rencontré dans une réserve, bien sûr, quelqu'un qui lui a présenté parce que c'est toujours du bouche à oreille. Et il fait aussi de l'artisanat, de bijoux. Et alors il lui raconte il a eu des rencontres rapprochées depuis l'enfance, qu'il a été enlevé, qu'il a visité des planètes, d'autres planètes, qu'il a été rencontré avec d'autres êtres, qu'il a été ramené, à bord des vaisseaux, il a vu beaucoup d'autres enfants, des Amérindiens, des Indiens, mais d'autres races aussi. Je trouve ça intéressant, moi, ce sujet-là. Et il a eu des enseignements, quand même, beaucoup d'enseignements de la part de ses visiteurs, concernant la planète en péril, hein, évidemment, qu'il faut vraiment corriger le tir, hein, pour la gestion de la planète par les êtres humains sur cette Terre. Toujours avec des annonces effectivement de faits apocalyptiques, hein, soit de désastres naturels, hein, liés peut-être à ce qu'on appelle le réchauffement climatique aujourd'hui, ou alors toujours évidemment le thème de l'holocauste nucléaire. On sait que toutes ces choses-là ont souvent été témoignées, hein, par les contactés, qu'ils ont perçu des images de catastrophes à venir, comme si c'était des avertissements, hein, pour éviter effectivement l'inéluctable, ou enfin la catastrophe. Mais alors, cet homme, quel est son prénom c'est un chapitre qui est au milieu du livre, j'ai plus son prénom en tête, mais il raconte à Hardy qu'il sait qu'il a un jumeau, et que son jumeau, un jumeau on dirait comme un clone, si on peut dire, parce qu'un jumeau extraterrestre, si c'est pas le jumeau de sa propre mère biologique, si c'est un jumeau dans l'espace, on peut associer ça à un clone, évidemment. Un jumeau né de façon artificielle. Et qu'il l'a toujours su.
et que lui-même a toujours été un coureur de jupons, il a toujours aimé les filles, il a eu beaucoup de petites amies, mais il ne s'est jamais stabilisé dans un foyer pour avoir un enfant. Il a toujours refusé d'avoir un enfant, parce qu'il a toujours redouté que s'il avait des enfants, ces enfants subissent le même sort qu'il avait subi lui-même, et qu'on fasse un jumeau, qu'on lui vole un jumeau, qu'on fasse un jumeau de lui, un jumeau qui serait volé et qui vivrait ailleurs, étant son frère jumeau, sans qu'il ait un contact régulier avec lui, dont il serait séparé par ces créatures qui ont pratiqué ces manipulations génétiques. Okay. Et il a toujours été choqué par cette expérience, ou par le sentiment d'avoir eu cette expérience, la certitude qu'on a fait un jumeau à partir de son ADN, et il considère cela comme une violence terrible, comme une privation de droit, comme un préjudice très grave, et il ne comprend pas, il n'approuve pas du tout les conduites de ces visiteurs-là, et jusqu'à la fin de ce témoignage, je ne comprends pas qu'est-ce qui leur permet de s'arroger ce droit, et il considère cela comme un crime. Et il pense à son frère jumeau quelque part dans les étoiles, dans quelles conditions il vit, etc. Et il s'est interdit lui-même d'avoir des enfants. Oh. Voilà le témoignage que je donne à Zone Parallèle aujourd'hui. C'est grave, des abductions et des manipulations génétiques. C'est fort intéressant ce que tu racontes là, parce qu'en plus, il y a des théories qui disent, il y a plusieurs personnes qui se disaient ça, qu'on a dans une autre planète quelqu'un qui vit exactement la même chose, qui nous ressemble, tu sais, ça fait des années qu'on l'entend, celle-là, puis tu me racontes un truc je trouve ça intéressant, vraiment. Bien oui, tu le retrouveras, je t'enverrai par mail, je t'enverrai le chapitre, parce que là, j'ai plus son prénom en tête, mais c'est très très émouvant, parce qu'elle a connu ce jeune homme quand elle était jeune, quand elle était elle-même étudiante, avant d'entrer à l'université. Et ensuite, ils se sont séparés. Lui, il a quitté le milieu de l'enseignement, de l'éducation supérieure. Ils se sont retrouvés plus tard. Il a fait de la musique. Elle s'est beaucoup intéressée à la musique country. Elle avait toujours acheté ses disques. Il était connu comme un grand buveur, il était alcoolique. Mais après ces expériences-là, il a laissé l'alcool. Lui aussi, il a laissé l'alcool. Il s'est tout à fait détaché de l'alcool avec le temps. Et voilà... C'est un contact émouvant, parce que ce sont des amis d'enfance, des amis de jeunesse. Ils se retrouvent 20 ans plus tard, et il fait ces témoignages qui sont poignants, parce que c'est en vérité, c'est quand même à la fois des expériences qu'il a eues dans l'espace, il a visité d'autres planètes, soi-disant, d'autres êtres, mais en même temps, il sent qu'on lui a pris quelque chose, qu'on lui a volé quelque chose, qu'on lui a pris, par exemple, l'ADN, et qu'on a fait un double, un clone de lui-même, et il considère ça comme un viol de son identité, plus qu'un viol sexuel, c'est-à-dire un vol, une violence bien plus grave, bien plus cruelle. Ouf. Oui. De faire un double lui-même sans son consentement et sans qu'il ait le moindre possibilité de communiquer avec son jumeau. Oui. C'est comme, je sais pas, ça fait comme l'impression que t'as, comment je peux dire ça? C'est comme quand on tombe face à face avec quelqu'un qui nous ressemble étrangement, que j'ai l'impression que tu te regardes dans le miroir et que tu tombes face à face avec ton jumeau. Mais je sais pas comment. Oui. Ça doit être spécial, parce que moi, ça m'est déjà arrivé de tomber face avec quelqu'un. J'aurais cru que c'était moi là, qui me regardait dans le miroir. La seule différence, c'est que cette personne-là, elle avait peut-être un pouce de plus, puis elle était habillée d'une différente couleur et de vêtements différents. Sinon, je pensais que c'était moi qui étais dans le miroir. Ça, c'est surprenant quand ça t'arrive. Mais là, ça, je sais que c'est probablement, peut-être humainement parlant, quelqu'un qui vit ici là, et non sur une autre planète, parce que... Mais c'est spécial, ça aussi. En tout cas, tout ça aussi met en question toutes nos représentations, n'est-ce pas, Steve, sur la vie extraterrestre. Il y a beaucoup d'écrits maintenant, de théories, enfin de développement, comme quoi le format humanoïde est très généralisé à l'échelle du cosmos, oui. Puisque pour les scientifiques, maintenant, on en parlait d'astronomie tout à l'heure, le nombre d'étoiles double. Maintenant, les scientifiques considèrent que la plupart des étoiles, peut-être la moitié des étoiles, sont environnées d'un cortège de planètes. Oui. Il y a énormément de planètes dans
dans la zone habitable, et énormément de planètes analogues à la Terre qui ont les conditions réunies pour la vie, c'est-à-dire de l'eau liquide, une atmosphère disons que la théorie de la vie est très différente de ce qu'on pense. Elle n'est pas juste attribuée à l'eau, l'oxygène. Sinon, la forme humanoïde est la forme la plus efficace pour à peu près n'importe quelle espèce. Et il se peut donc qu'il y ait effectivement quantité de cultures évoluées ou primitives. Mais qu'est-ce que c'est qu'un être humain évolué primitif? Tout est relatif. Nous sommes peut-être nous-mêmes des primitifs à l'échelle de l'évolution galactique, certainement même. Mais en tout cas, des humanoïdes qui ont l'apparence humaine terrestre très très proche et qui sont peut-être à des étoiles à quelques dizaines d'années-lumière ou à quelques milliers ou quelques millions d'années-lumière. Oui. Qui seront semblables. Et toujours cette question en plus des différents formats humains terrestres. On sait toujours toutes ces apparences humaines sur Terre qui sont quand même très très diverses. Vous me faites penser à une... J'essaie de les expliquer, mais jusqu'à présent, c'est quand même pas très précis. Vous me faites penser à une recherche qui a déjà été effectuée du côté américain de mémoire à l'effet que, en admettant qu'il y aurait un vaisseau extraterrestre qui atterrirait à quelque part sur la Terre, la probabilité qu'il atterrisse dans un désert et que considère l'espèce dominante ou intelligente, parce que les paramètres qu'on prend pour dire qu'une espèce est intelligente ou développée, c'est la facilité à cohabiter avec ses congénères et de travailler en symbiose avec les autres. Ben, il y aurait plus de probabilité que si des extraterrestres atterrissent dans le désert, ben, ils vont découvrir ou vont déterminer que la race des fourmis est l'espèce dominante sur la planète parce que c'est une des seules espèces qui est en mesure de travailler avec ses congénères. Effectivement. Effectivement. Oui. C'est ça. On les appelle les intraterrestres parce qu'ils sont tout petits puis ils vivent en dessous puis ils scrapent tous tes murs de maison. Tu sais, ça, c'est une autre sorte de fourmi, ça. Mais, bref. Les fourmis, c'est les Amérindiens en plus. Oui. Ça en dit long. Oui, effectivement. Non, mais sérieusement, là, je pense que s'ils seraient intelligents, le moindrement beaucoup plus évolués aussi que nous-mêmes, les terriens, je pense qu'ils devraient peut-être pas en servir de bord. Ou ben non, je sais pas, parce qu'ils vont bien voir que c'est un monde de fous ici, là. J'ai une certitude, on a encore des croûtes à manger pas mal. Ben oui, mais on vit dans un monde de fous et de violence, en fait. C'est ça les gens sont juste ça, c'est capitaliste, ça veut toutes les choses, mais c'est pas des gens de cœur, mais des gens de cash. Oui. Ou des gens de ça m'appartient, ça, touche pas à ça. Ça, c'est vraiment avec des valeurs très mal placées. Ben oui, mais c'est vrai que les Amérindiens, c'est toujours... moi, à un moment donné, j'ai parlé par exemple, à Jason Quitt, ces choses-là, qui est un expérienceur de notre nature, soit-disant un time traveler, bon. Mais j'en avais parlé, je dis, mais il y a beaucoup de gens qui sont attirés par la culture amérindienne très fortement, et quoi, comme moi, et je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens, comme vous, Carole, qui ont le cœur attiré par cette culture amérindienne. Exactement. Moi, j'ai toujours eu ça depuis mon enfance. Après, je pensais que j'étais un peu différent. Je me rends compte que non, c'est beaucoup de gens comme ça. Et on m'a dit, plusieurs personnes m'ont dit, c'est parce que nous avons aussi une ascendance pléiadienne. Nous sommes liés à des cultures galactiques. Okay. Par nos vies antérieures, etc. Nous n'avons pas toujours vécu sur Terre et les Amérindiens sont liés à notre passé galactique, entre autres pléiadien, et c'est pour cela qu'à travers eux, on est touché par une mémoire individuelle et collective qui renvoie à l'expérience de la vie, mais ailleurs ou sur d'autres dimensions. Voilà. Mais personnellement, moi, j'ai des origines amérindiennes, fait que c'est pour ça que ça me parle encore plus, mais je vis déjà comme ça un peu, pas. Je vais pas à la chasse puis je vais pas à la pêche avec non, je fais pas ça. Je fais pas je ne vis pas à la méthode amérindienne, mais j'ai un intérêt par contre à ça je comprends leur façon de penser. Ça, je vis un peu comme ça déjà d'avance. Mais j'ai un intérêt à ça dans le sens que c'est le cœur qui parle, le ressenti. Pour moi, c'est ça la base. Si t'as pas de ressenti,
tu n'as pas d'ouverture du cœur, comme on dit, parce que j'ai Gracielle aussi qui parle de l'ouverture du cœur. Le chakra du cœur. C'est ça. Mais avoir une ouverture du cœur, c'est comme une ouverture d'esprit en même temps, et d'être capable d'être empathique et d'être capable de comprendre de se mettre à la place de quelqu'un d'autre. Ou je dirais pas comprendre, c'est de se connecter à la fréquence. Oui, ben c'est ça. C'est plus une connexion. Ouais, pour le comprendre, il faut que tu te connectes. Oui. C'est ce que disait Black Elk, le fameux Black Elk Wapiti élan noir. Il disait les blancs pensent avec la tête ou croient penser avec le cerveau, mais l'homme n'est pas fait pour penser avec le cerveau, c'est le cœur qui doit penser pour l'homme. Ben c'est ça. L'homme véritable, le vrai homme pense avec le cœur et non pas avec ce qui est la tête. C'est important. Et ce qui est récurrent dans les combats, les guerres indiennes qu'on a toujours eues, c'était... Allô? Oui. C'était quand les Amérindiens expliquaient aux militaires des tuniques bleues qu'ils ne peuvent pas vendre la terre ou partager la terre avec les Blancs parce que la terre n'appartient pas à l'homme. On ne peut pas s'approprier la terre. Non. C'était la racine des discussions de Sitting Bull avec les chefs blancs qui voulaient diviser la terre, la couper en morceaux, donner une réserve. Finalement, les Indiens ont été obligés de se soumettre à la loi des Blancs, mais basiquement, on considère que l'Indien, l'homme, est lié à la terre. L'homme appartient à la terre. Et c'est pas la terre qui appartient à l'homme. Et donc, on peut pas diviser la terre. Non. Puis c'est dommage qu'on fasse pas attention à ça comme on ferait attention à nos propres enfants. Parce que ça révèle effectivement une conscience, une expérience de vie, une dimension vibratoire, comme vous dites, Steve, que nous avons besoin de reconquérir. Nous avons besoin de reconquérir cette dimension d'appartenance, d'appartenance à la terre. Si nous avions tous en nous tous les pouvoirs qui existent, cette culture du cœur, eh bien, nous ne sommes pas arrivés à cette dégradation du réchauffement climatique qui est produite par la cupidité, par la volonté de production, de consommation, par cette cupidité féroce des sociétés pétrolières et de tout le système financier qui gouverne cette planète, qui a produit les émissions de dioxyde de carbone en excès depuis les années 50, 60, 70. Les scientifiques savaient très bien les conséquences pour le climat à moyen terme. Et ils ont continué. Et certainement que les visiteurs célestes ont observé cela et avec consternation. Ce sujet-là, au niveau climatique et compagnie, c'est un sujet qui est très, très large. Il y a beaucoup d'informations là-dessus à laquelle faut s'informer là-dessus parce qu'il y a bien des choses qui sont mal interprétées au niveau climatique. Il y a beaucoup d'informations, juste au niveau du CO2, avec toutes les carottes qui ont été prises un petit peu partout sur les pôles. Ils ont découvert que les niveaux de CO2 ont déjà été jusqu'à 4 à 10 fois plus élevés et les valeurs de température n'étaient pas vraiment aussi chaudes comme on essaie de nous le faire croire. Mais c'est un autre sujet qu'on va sûrement aborder très bientôt. Oui, et c'est ici que s'achève notre émission, malheureusement, parce qu'il est déjà l'heure de la fin. Puis je veux pas qu'on tombe sur un autre chiffre, parce que sinon on va perdre la fin de l'émission. Peut-être mentionner aussi pour les auditeurs de Vente Fraîcheur. Oui, Vente Fraîcheur ne sera pas en onde après nous aujourd'hui. Petit congé, ils vont revenir la semaine prochaine. Oui, je suis pas poussée pour sortir du studio, mais le fait que quand on dépasse notre chiffre... Ça ne sera pas dans le podcast. C'est ça sera pas à la fin, ce sera pas dans le podcast. C'est ça. Alors, merci beaucoup, Jean Librero. J'ai bien apprécié, j'ai discuté avec toi, malgré notre difficulté à essayer de te rejoindre en début d'émission. Ça fonctionnait pas, notre affaire. On n'était pas gâtés sur ce côté-là. On a eu un petit peu de difficulté à se rejoindre, mais on est venu à bout. Mais sinon, M. Librero, si vous venez à Québec, faites-nous signe. Oui. On veut vraiment vous voir. On veut vous présenter personnellement à nos auditeurs et les gens qui nous suivent. Donc, on attend de vos nouvelles. Ça va nous faire plaisir de vous recevoir ici à Québec. Merci beaucoup. Merci.
volontiers, hein, dès que je pourrai, je vous tiendrai au courant. Je sais que Jean-Louis Lagneau, le directeur de la revue LDLS, va venir bientôt. Oui, en mars. Il rencontrera Janie Charreau, je crois. Charreau, oui, il va être là pour la conférence. Pas la conférence, mais les autres, c'est pas leur colloque, c'est un séminaire. Symposium. Le séminaire de MUFON aura lieu le 28 mars prochain à Laval. Il est invité. Oui, exactement. Il me donnera des nouvelles. J'espère qu'il vous rencontrera. Hein. J'espère que je lui